Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au programme de cet épisode, l'insécurité liée à l'immigration incontrôlée, les violences après la victoire du PSG traduisant un énième affront à la République, les OQTF qui, dans les faits, sont facultatives. Bref, la France serait-elle devenue un paillasson ? Pour en parler, l'invité spécial d'Éric Morillo est un rappeur patriote. Il est niçois et a été adopté à l'âge de 9 mois. C'est un enfant de la DAS cabossé selon ses propres mots, mais qui pourtant ne se plaint pas. Dans son enfance, il écoute Balavoine ou Eminem, un univers musical qui le poussera à devenir un rappeur à texte. Dès 2019, il s'était déjà fait remarquer avec Projet 18, un clip dénonçant les agressions visant les forces de l'ordre et les secours, dans lequel apparaissaient de véritables policiers. Avec lui, on est loin des rappeurs bling-bling, bardés de grosses chaînes en or, qui chantent dans les voitures de sport avec des filles aussi lascives que soumises. Notre rappeur patriote bouscule les codes du rap en véhiculant un message positif, notamment à travers son clip Petit Ange qui réunit 40 stars afin de récolter des fonds pour la fondation Lenval qui vient en aide aux enfants malades. En 2022, il obtient le prix Le Regard d'Edgar pour son livre Rappeur et républicain, publié aux éditions de l'Observatoire. En 2024, dans son clip Jean-Luc Mélenchon, il s'en prend à l'homme politique. Il dit à qui veut l'entendre, des personnes issues de l'immigration comme moi en ont marre de ceux qui ne respectent pas la France. Il dénonce le comportement des casseurs après la victoire du PSG en Ligue des Champions en juin 2025, à qui il dit « Tu nous craches dessus et tu craches sur le pays qui t'a ouvert grand les bras, la France ». Il veut promouvoir un rap bienveillant et fédérateur. Dans son clip « Allons enfants de la patrie », sorti un 14 juillet, il déclare son amour de la France. Ce rappeur patriote est parmi nous ce soir. Je vous demande d'accueillir K.O. Ah bah alors ça, j'ai jamais vu ça. C'est le premier qui va saluer le public. Salut K.O. Bon bah ça c'est sympa parce que je crois que t'es le premier à avoir fait un petit écart pour aller dans le public. Ouais alors écoutez, merci, très content d'être avec vous. Franchement très touché par la petite intro. Bah écoute, on est vraiment ravis. J'avoue que ça avait pas été très facile, mais on a fini quand même par s'entendre parce que tu es venu exprès. On peut encore une fois te remercier de Nice merci pour nous. C'est juste un aller-retour. Qu'est-ce qui t'a convaincu de venir ? Bon, à part moi, bien sûr. Effectivement, on se connaît, donc on a déjà fait une interview ensemble. On a fait une émission. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ton travail, ton humanisme. J'ai beaucoup aimé le journaliste que tu es. Et puis donc j'ai regardé plusieurs formats d'émissions, dont celle avec Bassem. Il y a aussi Patrick, avec qui je suis en lien, Patrick Sébastien et autres. Et j'aime ce format, j'aime ce format de débat. Il y a de la bienveillance. Et, ça ressemble aux anciennes émissions qu'on avait il y a quelques années. Et puis, je te cache pas que il y a aussi un ADN qui me plaît, c'est-à-dire que là, comme vous l'avez vu du coup sur l'intro, j'ai un amour profond pour le pays qui m'a donné ma chance, et c'est vraiment essayer de préserver les valeurs de la France, et du coup, on ressent ça aussi à travers votre émission. Donc, je suis très heureux d'avoir quitté ma petite Côte d'Azur, mon petit quartier. En tout cas, tu fais un aller-retour, donc c'est vraiment merci à vous. Particulièrement sympa. Alors, d'abord, il y a des traditions dans Bistro Liberté, tu connais l'émission, donc il y a ce qu'on appelle des sociétaires d'un soir qui vont te poser des questions, réagir évidemment aussi à l'actualité. Je vous demande de les applaudir tous un par un. On va commencer, galanterie oblige, par Myriam Palomba. Ça y est, le plâtre est enlevé. Libérée depuis 2 jours. Bon, on est ravis de te retrouver, ma chère Myriam. À tes côtés, alors c'est la première fois, je crois, que vous êtes à côté dans une émission. C'est vraiment les Muppet Show qui sont reconstitués. C'est Mike Borowski. Alors Mike,
cartonne plus que jamais, toujours à la tête de Géopolitique Profonde. Non, mais c'est toi qui cartonne. Toi qui cartonne. Merci, on a fait T'es une belle numéro émission, 1. Ouais, bon, Tu es numéro 1 ouais. des ventes Amazon de ton Bravo. dernier livre. Bravo à toi. Enfin non, je m'applaudis pas moi, je t'applaudissais parce que tu as eu le courage de me recevoir hier. Et je le dis, ils sont rares les gens à me recevoir en ce moment. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je pense que tu ébranles un peu un monde où tous se tiennent par la main, privé, Tu veux public. dire quoi, France Télévisions France Télé. C'est peut-être intouchable. Ouais, je pense. Derrière l'État, il y a le système, il y a tout. Hein. Myriam, tu penses ça aussi? Ah bah bien sûr, tout le monde se tient par la main, se protège, protège ses intérêts, ne veut pas dénoncer l'autre parce qu'ils font la même chose. C'est courant à la télé, évidemment. Incroyable. Bon bah écoutez... En tout cas, bravo à toi parce que tu as eu beaucoup de courage de dénoncer ça. Et Le public a compris qu'il y a une douille et te le suit. livre est très bien. Donc moi, je l'ai lu. il est très Et bien. d'ailleurs, là maintenant, c'est vous tous que je souhaite applaudir parce que si en effet on est en tête des ventes, c'est grâce au public et ça prouve que finalement, on peut aussi réussir à vendre des livres, à vendre des albums sans être invité dans les médias mainstream. Exactement, Donc ça, ça, c'est très bien ça. ça s'applaudit. À nos côtés également, je suis ravi de le retrouver. Il était déjà venu dans Bistro Liberté, mais bon, il se faisait un peu plus rare. C'est Majid Oukacha, il est écrivain et youtubeur. Majid, vous connaissiez ou vous connaissiez pas K.O.? Alors, je connaissais juste quelques extraits d'interviews où je l'ai vu effectivement tenir des discours plutôt constructifs et positifs sur son amour de la France, mais je ne connais pas la musique ni forcément la plupart de ses idées, et cette émission, ce sera l'occasion de les entendre. Ça sera l'occasion. Et puis le dernier des sociétaires, c'est, j'allais dire Bassem, c'est Charbel. Charbel, toi aussi, tu as immédiatement répondu présent quand je t'ai sollicité. Écoute, toi, il s'est passé quelque chose quand même, parce que la veille, que tu m'as sollicité, tu m'as envoyé un message sur Facebook. Quoi, vous tu connaissez tous les deux? Non, pas du tout. Enfin, moi, je le connaissais de vue, mais on ne s'était jamais parlé. On est sur les mêmes réseaux, on se Ouais, suit. on se suit mutuellement, mais on ne s'est jamais parlé. Et la veille, il m'identifie sur une de ses publications, je crois, c'est ça? La dernière vidéo concernant la Zawa Prod. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et ensuite, il m'envoie un message sur Instagram, un vocal. Et donc, je lui réponds comme ça. Et puis, le lendemain, tu m'envoies un message pour m'inviter à l'émission. C'est Du coup, incroyable. je le retrouve ici, donc très content. Merci. Bon, en tout cas, voilà pour l'introduction des sociétaires. Alors, évidemment, c'est aussi un événement. Depuis hier, ça n'a échappé à personne. On s'en contrefout un peu, mais j'ai envie quand même d'en parler rien que pour titiller. C'est le Festival de Cannes qui s'est ouvert hier soir. Ouais. Quel regard vous portez sur cette nouvelle édition C'est un peu une sur question. Cannes en particulier. Écoute, Eric, tu as mis vraiment le doigt sur un truc assez un peu tendu pour cette édition. Alors moi, déjà, C'est toujours la France, ouais. vraiment d'en haut, se Non. retrouve entre elles, des yachts, des soies, du champagne. Non, alors tout, tu vas pas, toi. alors, non, tout ce qui est festival de Cannes depuis tout jeune, donc j'habite Nice, on n'a jamais eu l'habitude avec les copains d'aller là-bas. C'est pas du tout notre univers, c'est pas du tout notre monde. Par contre, j'étais mine de rien à deux doigts d'y aller cette année. Alors pourquoi c'est la première fois que j'en Ça parle. intéresse encore, oui. Mois d'août. Donc, mois d'août, j'étais avec les copains et donc, à savoir que je suis proche de Mickaël Paty, la sœur de Samuel. Et donc, cette histoire commence sur Sport. Je reçois un coup de fil. Allô, chaotique. Bonjour, je m'appelle Marion de Blaye. Oui, vous êtes qui? Je suis productrice de films. On est en train de produire, on est sur la fin de la réalisation d'un film pour Samuel Paty, L'Abandon. Et voilà, donc on te contacte parce qu'on a voulu que tu fasses la BO. Donc du coup, moi j'avais déjà fait ce titre-là qui s'appelait Samuel Paty, d'ailleurs qu'on va sortir très bientôt. Et donc en gros, on a travaillé pendant pas mal de mois avec mes équipes. Et au dernier moment, on a vu qu'il y a une gêne. Il y a eu une gêne, totalement. Et on a dégagé du projet. Mais c'est-à-dire? Je ne sais pas. C'est-à-dire, je sais pas, c'est avec mon staff, du coup, j'ai eu des liens avec les équipes. D'ailleurs, je salue les équipes du film L'Abandon. C'était... il y a Marion de Blaye, donc Mickaël qui a travaillé sur le film, il y a Gandillon, il y a Tu veux dire que tu as été sur ce projet? Ouais, on nous a contactés. Donc du coup, il y a eu des réunions, il y a eu des réunions visio, il y a eu pas mal de trous. Voilà, et non, du coup, d'une seconde à l'autre, on ne sait pas trop d'où ça vient. Et non, on ne fait pas la BO. Donc assez ému. Parce que l'histoire de Samuel, c'est une histoire qui m'a bouleversé, qui a bouleversé d'ailleurs bon nombre de Français. Cette chanson, je l'ai faite avec un chanteur italien, d'ailleurs Gino Straseri, d'ailleurs que je salue. J'espère qu'il verra cette interview.
Et j'ai travaillé pendant 3 mois avec mes potes. À aucun moment, en fait, on a demandé de contrat. On a vraiment fait confiance. Et du jour au lendemain, voilà, plus rien. Donc je sais que le film est présenté cette année au Festival de Cannes. Je suis très content. J'espère que ce film... Du coup, moi, on va sortir avec l'équipe, on sortira le son sur nos plateformes de streaming. Tu nous l'enverras et on le verra. C'est un film subventionné par le CNC, peut-être ? Alors Parce que si c'est subventionné par le CNC, on comprend pourquoi il n'y aura pas sa musique. Hein. Je peux pas aujourd'hui donner cette information à 100%, mais je crois qu'il y a eu pas mal de soucis concernant le CNC par rapport à ce film, je crois. Donc je parle par contre vraiment avec des pincettes. Ce qui est sûr, c'est que le film s'appelle L'Abandon, donc nous on était dedans. Et il va être projeté à Cannes. Il va être projeté à Cannes. Et tu aurais dû monter les marches pour ce film, peut-être ? Ouais, moi monter les marches, moi tout ce qui est starification, c'est pas pour nous, mais s'il fallait le faire pour ça, bien évidemment, parce qu'au-delà de ça, c'est l'image de Monsieur Paty, et c'est ce combat qui est d'ailleurs... c'est même, tu vois, là, avec le recul, je trouve ça même presque... glauque. Un petit peu... Alors franchement, là, vous êtes vraiment le premier média à qui j'en parle. Je suis encore en lien avec Marion Deblaye, avec les équipes. Je leur en veux pas, mais je me pose des questions. Ça vient d'où ? Est-ce que ça vient du GC ? Ça vient d'où ? C'est-à-dire que moi, après Mickaël Paty, c'est mon ami. Mickaël, je l'aime. Voilà, d'ailleurs, j'ai eu la chance de l'interviewer. Je l'aime et je l'aimerai tout le temps. Donc, il n'y a rien entre elle et moi. Mais par contre, que de travailler... Nous, on n'a rien, en fait, à la base. Moi, j'ai pas de moyens. C'est ça, c'est que les gens, faut que les gens comprennent que les visuels, je les fais tout seul. Les musiques, on les fait avec des copains. On a 0 € et on brasse 0 €. Si on le fait, c'est pour l'amour de la musique. L'amour, ça va passer des messages. Mais de venir voir un artiste. Accessoirement, tout travail mérite. Oui, mais après, j'ai même pas demandé. J'ai même pas demandé à Marion. Écoute, voilà, Marion, on a quand même bossé avec les copains. J'ai quand même Damien qui a bossé sur les chœurs avec les enfants, sur ça. Non, on n'a rien demandé. Parce que je pars du principe où c'était peut-être notre destinée, c'était comme ça. Le seul truc que je veux, c'est j'espère qu'à la sortie du film L'Abandon, il n'y aura pas de polémique, que ce film sera un grand succès pour l'image. Ta BO et je m'engage, je pense, avec les équipes de TVL à peut-être... Avec plaisir, mais c'est pour ça que ta première question... en exclu peut-être, tu nous le donneras en exclu peut-être alors. Écoute, je rentre à Nice, demain, j'ai qu'une parole. Je t'envoie le titre Samuel Paty. Écoute, c'est enregistré. Collègue, les alentours, j'entends le nom de mon professeur. Je prends mon cartable, je me mets à courir, ma réaction est étrange. Devant le collège, des journalistes et des policiers échangent. Sur le sol, un drap blanc, mes camarades me disent qu'il est parti. Voilà, Cannes, un petit mot de chacun de vous, là. Est-ce qu'il n'y avait pas... Cannes, est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose encore à mettre en valeur à France Télé plutôt que Cannes, toujours Ils vont encore aller au Majestic Ah non, au Grès d'Albion cette année, ils sont un peu moins chers. Mais c'est quand même un 4 étoiles. D'après, je crois, Christophe Tardieu, donc il se serre la ceinture. Mais c'est un 4 étoiles, je crois, non Moi, j'ai interrogé, vous savez, le site de référence là, pour trouver des hôtels à la dernière minute, justement. Et la petite chambre côté vue du Grès d'Albion, elle est quand même beaucoup moins chère que 1 700 C'est combien ? C'est 1 000 € par... C'est 19 000 € les 12 jours, ce qui fait 1 657 €. Ah, donc c'est 100 €, ça va. Pendant le festival de Cannes, ils sont serrés la ceinture. Il n'y a pas beaucoup de trous sur la ceinture. Dans le festival de Cannes, les prix grimpent de façon phénoménale. C'est multiplié par 10. Mais tu sais qu'il y a d'autres hôtels que le Majestic, le Grès d'Albion ou le Carlton. Moi, je vais à Cannes, je ne m'en cache pas. Je vais dans des petits hôtels, et d'ailleurs qui sont beaucoup plus sympas. D'ailleurs, je ne veux pas faire de pub, mais des petits hôtels dans la ville, derrière, alors un peu plus loin évidemment, mais c'est beaucoup plus sympa. On parle avec les... Moi, je sais que dans mon ancienne vie, on louait un appartement et que les prix étaient... c'était vraiment... Le prestige de Madame Ernotte ne lui permet pas d'aller dans le... Mais ce que m'avait révélé d'ailleurs Jean-Jacques Cordival, qu'on avait reçu ici, c'est qu'il y avait aussi toutes les équipes techniques qui, eux, étaient dans des pierres et vacances, qui arrivaient en vélo pour bosser. Donc, ils se faisaient les jambes. Ah oui, c'est ce que je dis, le prestige de Madame Ernotte. Donc, sur Cannes... Mais normalement, France Télé, à l'habitude, c'est Canal+, qui diffuse surtout le Festival de Cannes, c'est pas France Télé. France Télé. Si, c'est France Télé, on en a assez parlé. Oui, mais le grand public ne connaît pas... vraiment le Festival de Cannes à France Télé. Il le connaît plutôt à Canal+. Si, quand même. Mais il a raison. C'est que le Festival de Cannes, c'est Canal+. Les grandes soirées, c'est la grande soirée de Canal+. Années, c'est les mêmes équipes, en effet, qui s'en occupaient à Canal, d'ailleurs, qui ont réussi à se refourguer France Télé. Puis c'est Renaud Levanquim, qui a aussi créé sa boîte Together Media, accessoirement. Enfin, l'un des cofondateurs de Brut. Mais de toute façon, qui a un budget colossal. Mais Cannes, c'est quand même... Dorénavant, c'est pas un cinéma de grand public, c'est un cinéma très confidentiel. Donc les gens ne vont pas regarder le Festival de Cannes à la télévision. C'est vrai, parce que là où tu as raison, moi, pour y aller, je le sais très régulièrement quand même, c'est qu'il y a
quelques places qui sont normalement réservées pour le public, pour les contribuables aussi, puisque ce festival, il faut quand même le rappeler, il est un petit peu aussi accessoirement aidé par l'État, non? Oui, un petit peu. Mais en fait, il faut quand même être réaliste. Les journalistes y vont parce que c'est un grand moment où tu fais la fête. Oui. Moi, je vais pas. Moi, j'avais interviewé Gérard Fauré là-bas. Non, mais c'est vrai. Moi, j'y allais à l'époque où je dirigeais la presse People parce que j'avais des sujets, il fallait y être. Et puis t'es invité, on est invité. Toutes les soirées à Mougins, sur les yachts. C'est ça, exactement. Voilà, les grosses soirées exactement. sur Mougins. Donc, et tu veux dire que ça continue même depuis l'affaire Epstein? Ah bah bien sûr. L'affaire Weinstein, pardon. Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr que ça continue. Il y a toujours ces grandes soirées. Enfin, moi, j'en ai fait quelques-unes. Alors, j'ai pas vu des trucs qui concernent la pédocriminalité, mais oui, c'est des grandes soirées où en fait les gens y vont pour s'amuser et se réunir entre eux en petit comité, la caste journalistique qui est bien. Est-ce qu'on peut dire notée. que Cannes est devenu le festival du cinéma militant? D'extrême gauche. Mais qui peut citer la dernière Palme d'Or ou l'avant-dernière ou l'avant-l'avant-dernière? C'est un bon argument. Alors là, je vais te dire, Mike, je m'en fous, mais littéralement. Moi, tu sais ce qui m'intéresse, moi? C'est combien ça va coûter aux contribuables cette connerie encore. C'est ça qui m'intéresse. Le reste, je m'en fous de la Palme d'Or. Et en plus, je vais te dire, les films qui sortent à Cannes, c'est farcir, quoi. Tu vois, je suis incapable de te citer un film qui a été nominé, à part, à l'époque, peut-être, il y avait Les Visiteurs qui étaient marrants. Peut-être, c'était pas Cannes, ça. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que ça va nous coûter, en fait. Le reste... le dernier film dont on se rappelle qui était Palme d'Or, c'était celui de Quentin Tarantino, c'était Réservoir Dogs, un truc comme ça. Mais c'était dans les années 90. Mais moi, je ne me rappelle pas quel était le film. À l'époque, on faisait des films, quoi, tu vois. Mais là, aujourd'hui... Bon, en tout cas, on va voir si Delphine Ernotte monte les marches, parce qu'elle est quand même pourtant dans le viseur de la justice, pour abus de biens sociaux et recel, ainsi que pour soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public par le dépositaire ou l'un de ses subordonnés. Le rapport de Charles Allon, qu'on a beaucoup déparlé, qui propose de plafonner les dépenses de France Télévisions à Cannes à 3 millions d'euros. Est-ce que c'est suffisant, Myriam Palomba? Oui, non, c'est pas suffisant. Mais moi, franchement, je vais vous le dire honnêtement, je préférais que ça soit privatisé. Parce que franchement, l'audiovisuel public. Oui, parce que en fait, il mérite encore d'exister pour vous l'audiovisuel non, public? parce que si c'est pour être à la botte de l'État, autant que ça soit à la botte d'un actionnaire, au moins on paye pas. Voilà, moi j'ai pas envie de payer pour être le messager de Macron ou de qui d'autre, Édouard Philippe en 2027 ou voilà. Donc moi personnellement je suis pour la privatisation. Ils font ce qu'ils veulent, mais au moins moi c'est pas mes impôts qui enrichissent Delphine Ernotte ou d'autres. C'est ce que j'avais dit à ton ancien invité qui était présent, syndicaliste, et Jean-Jacques Cordival. Voilà, il faut privatiser. C'est un nid, un repère à gars de la rive gauche, de Franc-Mac et de que sais-je encore, qui se cooptent entre eux. Voilà, ils viennent tous des mêmes écoles, des mêmes endroits, des mêmes rues, la même caste. Donc, faut arrêter de financer ces mecs parce qu'ils n'ont aucun talent. Très sincèrement, si demain ils ne sont plus à la télévision, ils travailleront comme tout le monde au SMIC et voilà, ils connaîtront la vraie vie, la dure vie des Français, voilà. Ce que c'est gagner sa vie. Voilà, c'est ça. Et de vraiment payer l'essence, de payer un loyer et tout. K.O., toi, t'es invité sur le service public ou pas? C'est une bonne question. Non. Surtout depuis tes dernières déclarations de patriote, alors je pense que... Alors, à l'époque, j'ai tourné... cramé, là. Ah non, mais... Moi, je suis le grand méchant loup. À l'époque, j'ai tourné une émission sur France 2, un pilote avec Ali Badou, concernant le lien entre police, jeunes. L'émission était vraiment intéressante. On a tourné. Écoute, j'ai vraiment pas eu de chance. Ce n'est jamais sorti. Voilà. Donc, c'était la seule fois. Mais non, moi, François, quoi. Alors, tu sais que nous, on est... Enfin, là, c'est sûr que ça sort. Ouais, non, mais... Et c'est pour ça que je viens. Non, mais honnêtement, France Télévisions, non, tout simplement, je ne regarde pas. Voilà, je regarde pas. Charbel? Moi, tu sais, France Télévisions, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, même quand il était là, ton invité, que j'étais dans le public, moi. Il n'a plus rien de service et encore moins de public. Moi, c'est une boîte à idéologie, à lavage de cerveau. Et moi, ces gens-là, il faut les privatiser. Il faut arrêter de déverser 4 milliards. À chaque fois que je vais chez Mike, je passe à côté de France Télévisions. À chaque fois, je suis obligé de faire une story. Et j'appelle Madame Ernotte.
Tu vois. Non mais c'est un truc de fou et je crie 4 milliards, tu vois, mais ça me rend fou. Mais quand t'es dans un pays quand même qui a 15,4%, je le dis à chaque fois parce que ça m'a choqué le pourcentage, 15,4% de la population française qui est en dessous du seuil de pauvreté, 3500 milliards de dettes, un mec qui se barre en Afrique et qui va leur promettre des investissements qu'il ne pourra pas tenir et il se moque d'eux parce que de toute façon il va se barrer et celui qui va arriver après, il va dire peut-être qu'on ne sait pas, à moins que ça soit Édouard Philippe. Et à côté de tout ça, et si tu mets en plus le prix du carburant, le pouvoir d'achat qui s'effondre et toutes les conneries derrière, je vais pas toutes les énumérer parce qu'il y en aurait pour des heures. Et là, on continue de balancer 4 milliards à des gens qui se pointent à une commission d'enquête qui sont hautains comme pas possible. Mais moi, tu me mets à la tête de ça, mais je te promets, je me mange des prud'hommes du matin au soir. Ah, c'était énorme. Mais c'est clair et net, mais foutre tout ça dehors, après, 4 milliards d'euros. On n'a pas d'argent pour les retraites. Mais bien sûr, bien sûr. C'était énorme. 4 milliards d'euros. Allô, réveil. Dernière réaction là-dessus et on lance le débat de ce soir. Majid. Il y a un débat qu'on n'a jamais, j'ai l'impression... Vous êtes invité sur le service public, Majid ? Évidemment que non. Mais, invité sur CNews un petit peu quand même. Oui, sur Europe 1 ou Sud Radio et surtout sur des médias d'Internet essentiellement. Il y a un débat qu'on n'a peut-être jamais parce que c'est vrai que l'information sur le service public comme sur le service privé, moi je dis souvent qu'il y a des faux débats du genre est-ce que le privé c'est mieux que le public ? Pour moi, je juge la qualité d'une information à la pluralité des opinions qui y sont. Et force est de constater que c'est plutôt monocolore idéologiquement, c'est vrai, le service public. Mais par rapport au budget, c'est vrai qu'on a un État endetté de 300 milliards de dettes. Et effectivement, pour moi, il faut revoir de fond en comble tous les puissants fonds qui gaspillent de l'argent. Mais surtout, vu que la télévision, depuis qu'il y a Internet, a de moins en moins de spectateurs, dans quelle mesure on peut estimer que, ne serait-ce que ça, fait qu'on devrait peut-être voir le budget à la baisse ou peut-être reconfigurer le budget et les programmes, tout simplement parce que si la télévision publique française, dans X années, a 2 fois moins de spectateurs qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, s'il y a 2 fois moins de spectateurs, pourquoi il devrait y avoir toujours autant de budget, si ce n'est plus ? Je pense que c'est un débat aussi qui peut être intéressant. Après, sur le fond, moi, je regarde pas trop la télévision, c'est vrai, aujourd'hui. En tout cas, reste Moi, ça me saoule de payer, par exemple, pour une émission qui s'appelle Quelle époque avec Léa Salamé. Qui est quand même la nana de Glucksmann, qui en fait c'est de la propagande. Moi, j'en ai marre de payer pour ces gens-là. C'est tout. Enfin, je veux que ça s'arrête. Donc, privatisons ce truc. Ils font ce qu'ils veulent. Ça marche de moins en moins d'ailleurs. Ils font ce qu'ils veulent, mais au moins, c'est pas notre argent. Les comiques qui font rire personne. Ah oui, ça fait pas rire. Ils font rire le plateau dès qu'il y a autour d'eux, en fait. Ils font rigoler personne. Non, mais quand je vois Bruno, il se marre parce que Bruno Le Maire tient un sextoy, alors que ce type a ruiné la France, personne ne lui dit. Il écrit un bouquin pour dire comment je vais relever la France, alors que le mec, c'est monsieur 3000 milliards de dettes. On est chez les dingues. Enfin, c'est quoi ce niveau de journalisme ? Moi, ça me tue. Je veux pas que les impôts sur le hantavirus, là, ça vient de frémir, là. Quand tu regardes ce qui se passe, j'ai fait un live aujourd'hui qui a duré 35 minutes. J'avais pas réagi tout de suite, j'ai repris toutes les vidéos, toutes les séquences vidéo, du début jusqu'à la fin. Et j'ai confronté avec la réalité, avec ce qu'ils ont dit eux, parce qu'il faut que tu fasses ça, tu sais, comme à l'époque du Covid, tu te souviens comment c'était. Bien sûr. Et j'ai confronté, mais c'est bourré de contradictions. Et après, tu as des journalistes de 20 minutes, la seule chose qu'ils trouvent à dire, au lieu d'aller creuser toutes ces contradictions, ils te pondent un article, ça y est, la complosphère s'est emparée des sujets. Non mais attendez, non mais c'est un truc de fou, si tu as une complosphère, c'est qu'il y a un complot derrière. Hein. Et moi, j'aimerais votre boulot, j'aimerais faire un salut, évidemment pas du tout amical, à l'humoriste de France Inter. C'était Aymeric Lompré. Il faut quand même pas oublier qu'il y a des journalistes à France Inter, des humoristes à France Inter. Ils sont tous de gauche, tous de gauche. Mais il nous a dit, c'était le 21 octobre 2021, il a déclaré « Merci les gens d'extrême droite d'avoir payé pour qu'on dise que vous êtes des gros cons dans vos gueules les fachos. » Gueule les fachos, qui viennent nous le dire là. Non, mais en fait, invite-le, qui viennent. Ce serait bien d'ailleurs qu'ils viennent. Ce serait très intéressant, mais je suppose qu'il n'aura pas les coordonnées. Ces gens-là estiment qu'à partir du moment où tu es patriote, et je pense que KO est vraiment dans ce truc-là, c'est qu'à partir du moment où tu es patriote, tu es d'extrême droite. C'est complètement hallucinant. Aimer son pays, c'est d'être extrême droite. Il ne suffit pas d'être patriote. On peut être aussi dessinateur, faire des caricatures et être d'extrême droite. Je vous demande d'applaudir très fort Ignace. Voilà. On le voit pas, mais il est très important dans notre dispositif et lui aussi, il est taxé des pires mots. Allez, vous l'avez compris, c'est parti pour Bistro Liberté. Je sens que ça va être animé ce soir. Tout de suite, l'introduction du débat.
Alors que de nouvelles violences ont éclaté en marge de la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, la capitale s'est une nouvelle fois embrasée. Voitures brûlées, vitrines explosées, forces de l'ordre prises pour cible. Un contexte sécuritaire qui interroge toujours plus à 2 semaines de la finale du PSG. Ces actes répétés ne seraient-ils pas plus qu'une fête, mais un affront à la République et à des forces de l'ordre toujours plus sous tension? Immigration, insécurité, la France pourrait bien durcir le ton avec les Algériens sous OQTF, alors que Paris et Alger ont promis de renforcer leur coopération sur le plan migratoire et judiciaire. Alors, est-ce une simple façade ou un durcissement réel? Voilà, vaste sujet. Vous l'avez compris, sujet explosif, la France est-elle devenue le paillasson de ceux qui la détestent? Alors avant de rentrer dans le vif du sujet quand même, K.O., j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur ton parcours, puisque tu m'as autorisé à tutoyer. Tu viens des quartiers, tu as grandi dans une France qui t'a tout donné. Est-ce que tu reconnais encore ce pays? Non. Là, on est mercredi soir. Juste hier, avant de venir, j'ai été très choqué. J'ai lâché mes téléphones, mes réseaux sociaux. Je me reconnecte à 11h. Qu'est-ce que je vois? Je vois qu'en fin de compte, à 2 km de chez moi, pas trop loin au quartier, ça tirait à la calache. 2 morts, 11 blessés, 4h30 de l'après-midi. Une des victimes qui est malheureusement décédée, un père de famille qui est venu chercher son gamin à côté de l'école. Obligé de confiner les gamins des collèges, des écoles. En fait, à quel moment on se dit c'est la France? Voilà. À quel moment? Est-ce que je reconnais mon pays aujourd'hui? Je ne reconnais pas du tout mon pays. Est-ce que je m'inquiète? Je m'inquiète. Pour différentes raisons, on va en parler après au niveau du débat. Tu vis toujours dans les quartiers, comme on dit? Moi aujourd'hui, donc, j'ai mon petit salaire, je vis toujours au quartier, 11e étage. C'est là où je suis né, j'y suis très très bien. Je reste attaché malgré tout. Ouais, parce que voilà, j'ai toujours ce rapport avec les jeunes de mon quartier, avec les habitants. Nous, on a grandi... C'est important de dire ça, parce qu'il n'y a pas que des... J'ose pas dire le terme, mais il n'y a pas que des personnes qui sont en périphérie des villes, faut quand même le dire. Nous, où on vit en tout cas dans le quartier où je vis. Racailles, comme on dit, voilà. Alors, c'est mal vu et on leur laisse pas la place. Nous, l'éducation qu'on a réussi, c'est quand on voit quelqu'un, que ce soit un homme, une femme ou une personne âgée, on tient la porte, on aide les courses. Si on voit quelqu'un jeter à la poubelle, on lui enlève la poubelle. C'est à nous de le faire. Plus de respect. À certains moments, je te vois un peu foncer les sourcils, Mike, mais je crois paradoxalement qu'il y a peut-être une partie des cités qui en a marre aussi qu'on les associe à ces violences. Oui, mais bien évidemment. Enfin, après, on va parler d'ailleurs de ce qui s'est passé. Mais on en a marre. La seule différence, c'est que les amis qui sont juste ici, puis moi à la table et tout le monde, nous, on prend la parole. Et en prenant la parole, enfin, en tout cas, pour moi, à mes yeux, c'est du bon sens. C'est vrai que beaucoup, sur ma page Facebook ou sur mes réseaux, me disent « Ouais, mais K.O., fais attention, fais attention. » Ah ben non, c'est pas à moi de faire attention à certains moments. Parce que dans ce pays, à force de faire attention, on ne parle plus, on n'agit plus, on laisse faire. Et en fin de compte, ce qu'on fait, c'est qu'on creuse. Et ce que je veux dire, moi, je suis désolé. Maintenant, ceux qui devraient faire attention, ce sont eux. Ce sont ces personnes-là qui nous divisent, ce sont ces personnes-là qui crachent sur les valeurs de la France. C'est qui ce sont ces personnes? C'est extrêmement vaste. D'un côté, vous savez très bien qu'on a cette fameuse gauche radicale dont ils vont chercher d'ailleurs leur électorat avec certains éléments de langage qui sont totalement... tu dis à tous tes copains des cités, soyez pas dupes aussi, alors on va dire aussi beaucoup de gens de confession musulmane qui seront dragués par Jean-Luc Mélenchon et LFI, c'est que de l'entrisme, enfin à l'envers, c'est de l'opportunisme pour gagner leur voix pour les élections. Mais ils sont contre-foot. En fin de compte, ça correspond à une stratégie. Et donc, j'essaie, quand je suis au quartier ou même sur Internet, de présenter par A plus B, mais vraiment de la façon la plus transparente, d'essayer de faire des vidéos et vraiment leur montrer par A plus B ce qu'il en est. Eh ben, ce qui est dingue, c'est que malgré ce travail qu'on développe sur les réseaux sociaux ou dans la rue ou ailleurs, les gens te diront toujours « Oui, mais bon de quoi, frérot? Je te montre le truc par A plus B. Est-ce que tu te rends compte que là, tu leur dis ne soyez pas dupes de Mélenchon et de ses copains, c'est ça. Et par contre, et à contrario, ça c'est aussi important de le souligner, je n'ai jamais rencontré le moindre problème dans n'importe quel quartier en France ou ailleurs. Et au contraire, les gens viennent dans la rue, et même si la personne n'est pas forcément d'accord avec l'ADN de mes propos ou autre, les gens me disent « Hey, je suis pas forcément d'accord avec toi, mais par contre,
Voilà, tu as un courage phénoménal. Donc on voit que c'est en train de réfléchir, mais en tout cas, on est sur une dynamique. Pour moi, le changement, il est là, je le ressens sur les réseaux sociaux, c'est encore dur, mais je pense qu'il est légitime et qu'aujourd'hui, la France en a réellement besoin. Tu as écrit, donc on l'a dit en introduction, tu as sorti aux éditions de l'Observatoire, c'était en 2022 déjà, un livre qui s'appelle « Rappeur et républicain ». C'est presque un oxymore aujourd'hui. Comment tu l'expliques à ceux qui ne comprennent pas ? C'est par mon livre, c'est par mon patriote histoire. aussi, j'aurais peut-être pu rajouter après républicain. Mais oui, mais de toute façon, le patriotisme, en fin de compte, touche l'ensemble des personnes sur l'échiquier politique. Normalement, être patriote à mes yeux, Tu as fait des clips avec des policiers, des pompiers. Je ne suis pas sûr que dans ton milieu, tout le monde est bien perçu dans le milieu du rap, non ? Ouais, mais dans mon milieu, en même temps, ça fume des gros joints, comme j'ai dit, à Skyrock, avec Fred Musa, des gros 3 feuilles. Je veux dire, entre nous, je préfère vraiment faire des clips avec des personnes qui sauvent des vies et qui sont proches du terrain, qui sont là, que de faire des clips avec des gars qui vont fumer des gros spliffs. Quelle image on donne à la jeunesse française à l'heure où tant de jeunes se noient dans les addictions, que ce soit les addictions aux drogues douces ou quelque chose comme ça. Donc, allez, je veux dire, Mike. On va parler du PSG, mais en réalité, tout ça c'est fait exprès. L'État, le système veut que ça pète. Ils veulent cette fameuse guerre civile parce que ça permettrait à Macron et ses amis de se maintenir au pouvoir, de mettre l'article 16, état d'urgence, etc. Ils savent très bien que lorsqu'il y a un événement sportif, de foot, etc., ça va dégénérer. Et comme par hasard, ils ne mettent jamais personne. Lorsque, par exemple, Florian Philippot, les Gilets jaunes font des manifestations, il faut aller voir le nombre de CRS et de policiers qui là, on sait mettre. Même les paysans. Où les paysans, pour il y en vacciner a des un milliers. troupeau, t'as une centaine de gendarmes. Il y a des milliers de CRS qui castagnent quand ils voient Dupont-Durand en manif, ils vont les castagner et tout. Et quand ils voient les Champs-Élysées se faire éclater, non, ça, ils laissent faire. J'ai même vu des policiers, des CRS, qui, voyant devant eux des vitrines se faire éclater, laissaient faire. C'est parce qu'ils ont ordre du préfet, du ministre de l'Intérieur. Il faut savoir que M. Lunez était préfet de Paris, c'est un très proche de M. Macron. Ils font exprès de mettre la France à feu et à sang, sans oublier en plus... Pourquoi ça ? Mais bien sûr, sans oublier en plus qu'on a les politiques du système qui, pour la plupart, sont drogués. Ils se font... Mais bien sûr, combien d'entre eux se font avoir avec de la drogue ? Le gars, le majordome de Barnier, qui était à Matignon, à l'Assemblée nationale. Le service public qui a écrit un article sur la drogue à l'Assemblée Mais c'est pas nationale. que LFI, parce qu'on dit LFI. Ok, certes, pour moi, LFI, c'est le bras armé d'En Marche. Mais En Marche, c'est eux le vrai parti dictatorial qui veut se maintenir, ce fameux extrême centre veut se maintenir à la tête de ce pays. Alors, je vais t'opposer 2 arguments et le deuxième va un peu aller dans le sens de chaos. Bon, déjà, moi je dis souvent une chose. Oui, c'est vrai qu'on a l'impression que l'État est plus répressif avec des agriculteurs qu'avec des racailles. Nul n'en doute sur ce plateau, voilà, si on est un minimum lucide. Maintenant, moi je dis souvent un truc qui n'est pas populaire à dire, mais il faut dire la vérité. En réalité, ce système politique en place qui est extrêmement laxiste avec la criminalité en général, ou les racailles, ou les terroristes, peu importe, c'est d'abord de la responsabilité des électeurs. Tu prends les 5-6 dernières grandes élections nationales en France, c'est-à-dire là où on juge un minimum avec des lois et des propositions de loi présidentielles, législatives, européennes, 2/3 des électeurs votent pour des partis allant souvent, je suis désolé, plutôt de la gauche ou au centre, pour des partis qui ne proposent rien comme aggravation substantielle des peines contre les criminels. Donc derrière, forcément, vu qu'il n'y a pas d'aggravation proposée, la justice qui est laxiste, elle est juste en réalité. La justice ne fait que aller dans le sens de ce que veut le peuple français. J'ai été français. attaché parlementaire à l'époque de Mme Dati et de M. Sarkozy. C'est la droite, c'est pas la gauche. C'est la droite ou c'est la gauche ? C'est la droite. Bon. J'étais sur l'ordonnance 45, j'ai travaillé sur le sujet de l'ordonnance 45, c'est la délinquance des mineurs. Bon. Et c'est Mme Dati, de droite, qui a justement rendu encore plus léger les sanctions contre les mineurs. Mme Dati, de droite. Et c'est M. Sarkozy et Mme Dati qui ont fait que, dorénavant, lorsque tu effectues moins de 2 ans de prison, tu les effectues chez toi. Est-ce que tu dis va dans le sens de ce que je dis ? Puisque pourquoi ils l'ont fait ? Depuis le mandat de Sarkozy, pourquoi ils l'ont fait ? Oui. Parce que tous ces gens, en réalité, contrairement à ce qu'on pense, il y a un lien ténu entre la voyoucratie et la politique.
Voilà, il y a un lien ténu. On le voit aujourd'hui avec les affaires de M. Sarkozy. Ce que tu dis n'invalide pas ce que je dis. Depuis le mandat de Sarkozy, tu prends les 5-6 grandes élections nationales en France, 2 tiers des électeurs français votent pour des partis qui s'en foutent de la criminalité. Parce que Sarkozy a dit nous allons mettre un coup de Karcher aux voyous. C'est ça qu'a dit Sarkozy. Et les gens, ils ont voté pour Sarkozy pour le Karcher. Alors je veux quand même sortir juste mon deuxième argument qui va dans ton sens. Moi, il y a un truc que je dis souvent, il faut être juste un petit peu réaliste. Regardez, je suis un Français d'origine algérienne, j'ai remarqué depuis tout petit, c'est que mon expérience à moi, que la plupart des Français qui ont mon faciès, mon nom, mes origines géographiques maghrébines, 90%, quand ils votent, ils sont extrêmement soucieux de l'idée de racisme et de discrimination et en général, ils votent à gauche et ils détestent la droite. C'est pas genre ils hésitaient de peu, c'est vraiment ils votent à gauche et quand tu les interroges les yeux dans les yeux, qu'est-ce qu'ils te disent ? Ils te disent « Oui, mais le candidat de droite, soit il déteste mon pays d'origine, soit il déteste ma religion, soit il est raciste. » Et moi, j'ai envie de dire à ce public-là en réalité, vous ne comprenez pas une chose, c'est que vous votez pour des partis politiques qui, à échelle locale dans les municipalités ou à échelle nationale, sont pour désarmer la police, retirer les caméras de sécurité, etc. Et en fait, sans défendre les discriminations, en fait, l'extrême laxisme judiciaire en France, et je dis bien, j'insiste bien, sans défendre les discriminateurs, j'en ai été victime moi aussi, pour compenser, les Français sont beaucoup qui discriminent. En fait, là, par exemple, dans un micro-État extrêmement sécuritaire dans le monde, il y a l'idée de discrimination et une mauvaise image des Arabes ou des Maghrébins n'a pas lieu et vous laissez votre téléphone sur une table dans un café, vous le retrouvez 6 heures plus tard. Mais dans la France actuelle où il faut 2 ans de procédure pour virer votre squatter, et ben le propriétaire, avant de louer, il se dit « Oula, attends, si jamais j'ai un squatter, il me faut potentiellement 2 ans pour virer le gars. » Ben, entre le français d'origine de souche, le français d'origine vietnamienne, le français d'origine portugaise et le français d'origine algérienne, je ne vais pas prendre celui qui a la plus mauvaise réputation. Idem pour embaucher un employé, tu te dis, oula, attends, peut-être elle est voilée, peut-être elle va me poser des problèmes religieux, parce que statistiquement, je suis désolé, le dernier rapport Montaigne dit que 3/4 des problèmes dans les entreprises, ça a un rapport avec la religion musulmane. Ce que je veux dire, c'est qu'ironiquement, moi, si j'étais à la place de ces gens dans les quartiers musulmans ou d'origine maghrébine, au contraire, je voterais pour beaucoup de sévérité judiciaire, parce que tu dégagerais de la société les racailles, les terroristes, tous les gens qui donnent une mauvaise image de notre immigration et du coup s'installerait dans l'imaginaire collectif français l'idée qu'en fait, peu importe qui vous allez croiser dans la société, vous ne vous en méfierez plus. Mais aujourd'hui, avec le laxisme judiciaire, les gens se méfient, il y a du communautarisme, il y a de la méfiance et en fait, voilà. Non, mais en tout cas, je trouve vraiment le débat très intéressant. Alors, juste une chose où c'est que je voulais rebondir, monsieur, si vous me permettez, c'est que non, il y avait du monde. On va reprendre les choses à sa place. En 2025, le Karcher, ça t'avait choqué, toi, à l'époque ? Oui, mais je vais y revenir. Lorsque le Paris Saint-Germain a gagné du coup la Ligue des Champions à Paris, il y a eu, je crois, 2500 forces de l'ordre réunies. Il y a eu 128 arrestations. Aujourd'hui, concernant ce qui s'est passé là, il y avait 3000 forces de l'ordre réunies. Il y a eu 148 arrestations. Dans les 140... 3000, il faut voir, c'est 15... Attendez, laissez-moi finir, monsieur, mais il n'y a pas de souci. Mais il y a eu 148... Oui, par respect, monsieur... Il s'appelle Mike. Mais il a raison. Mike, oui. Monsieur Mike, excusez-moi, Mike. Donc, il y a eu 148 arrestations. Sur les 148 arrestations, il me semble qu'il y a eu 105 gardes à vue. Dans les 105 gardes à vue, il y a eu environ une quinzaine de mineurs. Prenons problème par problème. Le premier des problèmes, il va falloir qu'on m'explique comment ça se fait que des mineurs soient à 23h dans la rue. C'est le problème. Moi, demain, franchement, c'est pour ça que j'espère un jour... C'est pas les forces de l'ordre, c'est les familles. Voilà, alors moi, j'espère vraiment un jour ne jamais rentrer en politique, parce que si je rentre en politique, c'est simple. T'as des enfants, toi ? Oui. Moi, votre enfant est à... Comment ça ? Quel âge tes enfants ? Moi, 8 et mon fils 14. Donc, là, c'est simple. Monsieur, mesdames, on vous ramène vos enfants. Hop là, ben regardez, vos enfants dans la rue à telle heure, en plus en train de casser. Eh ben, monsieur, mesdames, pendant 6 mois, pas de CAF, rien du tout. Parce que la France vous aide, la France vous soutient. Et à un certain moment, ce qu'on vous demande, c'est que voilà, responsabiliser les parents. La responsabilité parentale. Et faire ça à tous les niveaux. Pareil, moi, quand je vois des enfants entraînés au quartier à 9h du soir en pleine nuit, excusez-moi, au bout d'un moment, la responsabilité. On ramène une fois votre enfant. La deuxième fois, pendant 2 mois, vous n'avez pas de CAF. La troisième fois, pendant 6 mois, vous pouvez aller plus à n'importe quelle association. La France est là, vous soutient. Maintenant, c'est à vous aussi de faire votre travail de parents. Mais pourquoi ils ne le font pas ? Parce qu'ils achètent la paix sociale dans les quartiers. C'est pour ça qu'ils le font pas. Oui, mais effectivement, parce que c'est le fameux pas de vague. Maintenant, pareil, une simple question. Là, donc bientôt, on a la finale de la Champions League. On a aussi le mondial qui arrive. On a aussi la Coupe du Monde de foot. Mais dans quel
pays moderne, nous voyons une victoire d'un club de foot, de basket ou autre, et tout casser. Il n'y a qu'en France. Il n'y a rien eu. Alors que c'est-à-dire qu'ils savent maintenir l'ordre. Quand il y a eu les Jeux Olympiques, personne n'a bougé une oreille. Donc ça veut dire qu'ils savent maintenir. La France est le seul pays, contrairement aux autres grands championnats, où, par exemple, dans chaque pays, Espagne, Angleterre, le champion de la Ligue, il fête dans les rues avec un bus. Paris ne le peut pas. Paris ne le peut pas. Voilà, c'est ça. On est le seul pays où c'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'il y a un risque avec les racailles, avec les. Mais exactement. C'est même pas des supporters, c'est des gens qui profitent de. Ils savent très bien que c'est un pays laxiste judiciairement. Ils viennent, ils cassent tout. Mais en fait, ils ont. J'ai envie de dire, eux, ils voient quoi? Ils voient le climat actuel. Ils lisent dans la presse des racailles 30 fois, 40 fois, 50 fois, des criminels qui ont droit à une énième chance de se mélanger à nouveau à la foule. Ils se disent, bah c'est banco. La France, elle est laxiste. La France, elle est. Mais de toute façon, la France est totalement laxiste. Vous diriez que la France est ingrate envers ceux justement qui l'aiment trop. Et puis indulgente avec ceux qui la détestent. Alors moi, justement, je reviens à nouveau dans ce que je dis. C'est pas la France. La France, c'est pas une institution. Mais je dis simplement, moi, j'ai cette grille de lecture sans cesse. Je me dis, mais 2/3 des électeurs ne proposent pas votent pour des partis qui ne proposent pas d'aggravation des peines contre les criminels. Donc l'État, c'est normal qu'il se comporte ainsi, et la justice se comporte ainsi. Ils ne sont que le reflet de ce que les électeurs votent. Je suis désolé. C'est beaucoup plus profond que ça, Eric. C'est beaucoup plus profond que ça. Je suis désolé. Dans la français défendre la République, ça apparaît comme une non, mais il y a un truc important. Il y a deux grands absents du débat là. C'est que faut pas oublier un truc. Pendant des années, non. Mais la première des choses, c'est que pendant des décennies, voire des années, des décennies, on peut le dire, on a tout fait pour dégoûter les gens de la politique. 1, 2. Tous les partis politiques qui sont présentés au suffrage des Français, tous ceux qui ont été élus, ils ont commencé dans la foulée, dans la seconde, à gouverner, pas dans l'intérêt du pays, de la nation et des Français, ils ont gouverné dans l'intérêt d'une victoire aux prochaines élections. 3, ça fait des décennies qu'on explique au peuple français, génération après génération, qu'aimer le bleu, blanc, rouge, c'est être un sombre fasciste. Je suis arrivé du Liban. En 1987, la première fois, on est reparti, on est revenu en 1989. 2 fois dans un pays qui se faisait pilonner du matin au soir. On n'avait plus d'aéroport, on a pris le bateau. On est arrivé en France avec un visa, d'accord? Avec un visa. Donc on n'est pas arrivé de manière irrégulière d'un pays en guerre. Maintenant, tu en as des milliers qui arrivent, donc il y a plusieurs projets qui sont derrière tout ça. Mais ici, en France, là, les jeunes, là, qu'on dit oui, les jeunes, ils cassent tout. Le jour qu'on va comprendre qu'on va voter, qu'il faut voter pour un type qui, 1, aime son pays, qui, 2, met en tête de ses priorités l'intérêt supérieur de la nation et des Français, et en 3, qui va dire merde à l'Union européenne, parce que j'en ai ras-le-bol de cette Cour européenne des droits de l'homme, qui, à chaque fois que je vais pondre un règlement, il y a toujours un avocat, un juriste ou je sais pas quoi, qui va aller me dézinguer, qui va aller déposer une plainte et je sais pas quoi. Et voilà, c'est tout. Donc quand on va faire ces choses-là, je pense personnellement, eh bien on fera ni plus ni moins que ce qui se passe dans tous les pays arabes, dans tous les pays africains, dans tous les pays qui se respectent. Pourquoi? Parce qu'ils placent l'intérêt supérieur de leur nation au-dessus de tout. Tu ne verras jamais, mais jamais, au Liban, un drapeau libanais par terre. Tu ne verras jamais en Afrique, en Algérie ou au Maroc, quelqu'un cracher sur un drapeau. Ici, tu sais pourquoi ça arrive ici? Quand je dis cracher sur un drapeau, ça englobe tout, c'est-à-dire casser, machin. Tu sais pourquoi ça arrive? Parce qu'on laisse faire. Mais oui. Il ne faut pas confondre la France avec les gens qui la dirigent et la République. La République, c'est un régime. La France, elle est millénaire. Elle n'a rien à voir avec ça. Moi, c'est c'est un ancien soldat français qui te parle. Moi, je sais ce que c'est que la valeur du drapeau. Je me suis fait tirer dessus dans mon propre pays. En tant que casque bleu. Donc, je sais ce que ça veut dire, tu vois. Pourtant, j'avais passé 11 ans de guerre avant, j'ai jamais été touché, Dieu merci. Là, en tant que casque bleu, on a essuyé des tirs et des bombardements dans mon propre pays. Donc, je connais la valeur des choses et je sais ce que c'est. Et j'ai entrepris, je me suis cassé la gueule, je me suis retrouvé dans des situations mais incroyables. Et je me suis redressé et je me suis pas barré. Je suis parti 1 fois, 2 ans à Dubaï, je suis revenu. Je suis revenu et me refiscaliser ici. D'ailleurs, ça a été un combat. Parce qu'ils ne comprenaient pas, les mecs, comment ça se fait que tu te venais te refiscaliser ici. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce pays, on y croit. Nous, il nous a sauvés de la guerre. Donc, il va falloir que les gens qui le dirigent, qu'on foute à la tête de ce pays, des gens qui l'aiment et qui placent son intérêt supérieur au-dessus de tout, qui sacralisent cet intérêt supérieur. Mais ça veut dire... Tant qu'on n'aura pas fait ça,
eh bien, on n'arrivera à rien. On continuera à avoir des débats comme Regarde, ça. tu parles de Dubaï. Dubaï, il y a 90% d'immigrés. Il y a 90% d'immigrés à Dubaï. Pourtant, ils ne bougent pas une oreille. Pourquoi ? Parce que les mecs, ils prennent 30 ans ferme. J'ai vu un flic à Dubaï. C'est ça qu'ils vont faire, en fait. Mike, je te jure, je la raconte à chaque fois celle-là. J'ai vu un flic un jour, je partais au boulot. J'étais sur Sheikh Zayed Road. Sheikh Zayed Road, c'est 86 voies de chaque côté. J'ai vu, il y avait un accident. J'ai vu une voiture de flic avec un flic assis sur son capot, arrêter 6 voies. Tu crois qu'il y en a un qui a klaxonné ? Bien sûr. Ici, mais le mec, il faut 3 compagnies de CRS pour arrêter une autoroute. Et encore, les mecs, ils se font cracher dessus. Pourquoi ils se font cracher dessus ? Parce que la République laisse faire. Mais c'est pas compliqué en plus. Hein. On fait comme à Dubaï, et puis les mecs, ils prennent 15, 20 ans, 30 ans ferme, et puis ils Mike, fassent. tu peux pas faire ça tant que t'appartiens à l'Union Sans européenne. la Tu peux pas charia. faire ça. À Dubaï, il y a la charia quand même. Non, il n'y a pas la charia. rien à du Dubaï. Il y a la charia à Dubaï. J'ai vécu 2 ans, je peux te dire qu'il Il n'y y a a pas la charia quand Il y a des- les femmes, elles. Par contre, Les Kao a agi. C'est pas vrai. par contre, Mike, À Sharjah peut-être, mais pas à Dubaï. Pour rebondir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, en fait, effectivement, c'est vrai que les hommes politiques aujourd'hui, en fait, sont pleins d'éléments de langage. Lorsque Gabriel Attal, qui casse paix, mais oui, mais alors à quel moment, en fait Nicolas Sarkozy, oui, on va sortir le Karcher, excusez-moi. Le Charter aussi. C'est un amalgame, excusez-moi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, en fin de compte, ces gens-là sont pleins d'éléments de langage. Voilà, c'est beau, ça fait parler sur les plateaux télé et ça fait du buzz. Et pendant 4-5 jours, on entend ça. Sauf que maintenant, à un certain moment, on n'en veut plus, on n'en peut plus. Mais la problématique, c'est que pareil, on fait face en France à une forte surpopulation carcérale. La France a été 2 fois, du coup, d'ailleurs, épinglée par la Cour européenne des droits de l'homme. Moi, à On n'a certains pas construit une prison depuis 40 ans. mais non, mais c'est ça. aussi, Non, mais Si, on a construit des maisons pour les pédophiles. Oui. non, mais Attention. non, vous avez raison. Non, mais On n'a pas construit une place depuis 40 ans. le problème de la France, c'est qu'aujourd'hui, et on en parlera après, parce que je crois qu'après, on parlera d'ailleurs des liens, des pseudo-liens que nous avons avec le régime, le gouvernement algérien. Mais je veux dire, la France est quand même capable de verser des milliards au nom de l'APD, au nom d'autres choses, qu'à un certain moment, faites respecter les lois, faites des vraies prisons. Prison, on arrête le shit, on arrête l'alcool, on arrête toutes ces choses-là, la PlayStation 5, oui, c'est pareil. Mais oui, mais Ils peuvent pas. Mais quand tu vois un mec comme Jean-François Copé qui, pas plus tard aujourd'hui, vient t'expliquer qu'Édouard Philippe, c'est le candidat de la droite, mais t'as compris, Ah, oui, quoi, mais je veux bon. dire. Mais putain, mais En t'as compris, général, c'est des les gens- véritables paillassons, les Je mecs, sais, c'est pas oui, possible, oui, c'est mais bon. vrai. En général, les gens qui ont créé les problèmes ne sont pas les meilleurs pour les résoudre. Ah, bien sûr, 1145 jours de gouvernance sur Édouard Chaos. Philippe, c'est Gilets jaunes et toutes les Armel, cartes. j'aimerais quand même, on a quand même une grande chance et une opportunité d'avoir avec nous, et on le remercie encore d'être avec nous, donc Kao, donc, qui est un rappeur. Moi, j'aimerais quand même te poser 2-3 questions, spécialement pour toi, s'il te plaît. Vas-y. D'abord, pourquoi les rappeurs ont autant de mal avec ce pays ? Question numéro 1. Deuxième question, c'est quand même les rappeurs qui transmettent cette image anti-France à la jeunesse. J'aimerais que tu me dises si tu partages ce point de vue. Et pourquoi il y a cette haine anti-France au milieu de ces rappeurs ? Donc, première question, pourquoi ils ont autant de mal avec ce pays, les rappeurs ? Alors, il y avait une phrase de Mac Taylor, de Tandem, d'ailleurs, je crois que c'est un groupe du 93. Cette phrase, c'était... je peux tout dire ? Bien sûr. Parce que ouais, mais vas-y. En fait, même prononcer la phrase-là, C'est même l'histoire en liberté. média, ouais, mais moi, en fait, ça m'arrache le cœur, en fait, de vas-y, dire ça. dis-le. Je baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime. Voilà. Qui disait ça ? Mac Taylor. D'accord. Tandem. Oh, d'accord. Voilà. Donc, je veux dire, même là, le fait de le dire comme ça, moi, c'est quelque chose qui me gêne. Pourtant, ça passe sur Sky, c'était promotionné, voilà, ça passe Skyrock. Et je veux dire, voilà, en fin de compte, tu as une provocation, tu as une pseudo-histoire par rapport au passé, par rapport aux colonies, toutes ces choses-là. Et en fin de compte, aujourd'hui, en fait, c'est dans les mœurs, en fait, dans le milieu du rap. Je veux dire, regarde, moi, je suis arrivé avec le clip Projet 18, je voulais juste mettre en avant la problématique, le fait de caillasser les pompiers, les policiers, et mettre en avant nos institutions d'une nouvelle manière. Pour moi, je trouvais ça super novateur et vraiment sympa. Derrière, je me suis mangé, mais franchement, les 2 premières semaines, je me suis pris une vague de haine. J'étais pas bien, j'ai eu des idées noires, ouais, j'en ai pleuré, j'étais pas bien. Puis un jour, j'ai eu le déclic. J'ai re-regardé mon projet et je me suis dit, non, en fait, je suis fier. C'est cool, en fait, de faire ça. Mais aujourd'hui, malheureusement, dès lors, je ne vais pas me répéter, mais dès lors où vous dites « je suis fier d'être français », et moi, chez moi, tu vois... T'as grandi à la DAS, toi, en plus. Ouais, j'ai grandi à la La DAS. France t'a pris en charge. Hein. Ah non, mais moi, mais tu vois, Est-ce qu'on parle assez de ce que ce pays offre encore à ceux qui n'ont rien ? Ça, c'est quand même peut-être important. Est-ce qu'on peut être issu de l'immigration, aimer la France et le dire sans être récupéré par qui que ce soit ? Toi, t'as été, donc c'est ça, élevé par la DAS. Ouais, élevé à la DAS et franchement, mais vraiment, le pays m'a sauvé la vie. Moi, mon père était trafiquant.
donc il venait d'Algérie, et donc trafiquant, et donc quand les institutions lui donnaient 3-4 jours de droit de visite, ce qu'il faisait, c'est qu'il venait à Marseille, en fait, il faisait tous ces deals, tous ces gros trafics, et puis moi, il venait juste au quartier, avec ma famille adoptive, il venait me voir 1 heure, donc il me ramenait 2-3 cadeaux, et puis il partait. Et un jour, donc, il est tombé, il a pris ce qu'il avait à prendre. Sous l'ère Mitterrand, il a demandé de revenir sur le territoire français, donc ça n'a pas été accepté. Mon père, la dernière fois que je l'ai vu, je devais avoir 8 ans, 9 ans. Moi, ce pays, j'y dois tout. Franchement, j'y dois tout. Et la DAS m'a sauvé la vie. Ma grand-mère adoptive, paix à son âme, c'était quelqu'un d'exceptionnel. Je veux dire, je crois que ma plus belle chance, ça a été de grandir à la DAS. Franchement. Ça a été de grandir à la DAS. La DAS a pris soin de moi. Au-delà de la DAS, il y a une institution. Au-delà de l'institution, il y a un drapeau. Il y a un drapeau. Et ce drapeau a pris soin de moi, comme il prend soin aujourd'hui de tous les enfants de Marianne. Moi, j'appelle ça les enfants de Marianne. Et ce qui me fait mal au cœur, c'est quand les enfants de Marianne crachent sur Marianne. Moi, à la maison, dans la chambre de mes enfants, et dans chaque chambre, il y a un drapeau français. Et à chaque fois, on parle de tout. Et pareil, quand je marche dans la rue, je vois un policier, un pompier, j'explique à mes enfants, et on va faire le bisou aux policiers, aux pompiers. En fait, tout tient dans l'éducation, je ne cesse de le dire. Et ce que j'ai peur aujourd'hui, c'est que d'un côté, on a la montée de la violence. De l'autre côté, on voit des hommes politiques dont le discours est totalement inaudible. Pire encore, certains manipulent les pensées parce que certains savent que c'est la dernière fois qu'ils vont pouvoir se présenter à cette fameuse élection de présidentielle. Et aujourd'hui, c'est simple. Moi, j'avertis tout le monde. La prochaine élection présidentielle, celle qui arrive, ce sera la plus violente depuis les 30 dernières années. C'est la dernière. C'est la dernière. Donc, ils vont monter tous les curseurs possibles et imaginables. Certains me parlent de guerre civile. J'espère quand on a vu quand même ce qui s'est passé sur la place de la Concorde, qu'est-ce que vous avez tous ressenti? T'as ressenti quoi, toi, Kao, quand t'as vu ces heures là? Je peux même pas parler. Alors, on est tout place de la Concorde et Yann Arthus Bertrand qui limite les remercie, qui dit vive le vivre ensemble. Non, mais alors, vous croyez encore au vivre ensemble? C'est ça la question. Ils vont le refaire après la finale. Alors, moi j'ai beaucoup de respect pour ce. Charbel. J'ai beaucoup de respect pour cet artiste-là, mais encore une fois, c'est lunaire. On est en France, on n'est pas capable de faire respecter les lois de la République. À un certain moment, moi, franchement, je suis vraiment pour la non-violence. Je suis un mec super cool, mais à un certain moment, tu t'en prends. Des actes, je les ai vus sauter sur des bagnoles. Mais c'est ça, tu t'en prends un policier. Pourquoi il fait respecter les lois de la République alors que eux-mêmes sont corrompus jusqu'à l'os? Je veux dire, on a quand même des ministres qui sont dans des affaires, que ça soit financières ou même sexuelles. Là, tu prends une excuse, là. Mais on est... C'est parce que des ministres corrompus que les gens doivent faire les cons. C'est quoi ça? Non, mais d'accord, mais je veux dire, pourquoi les politiques ne font pas appliquer les lois de la République? Parce qu'eux-mêmes sont corrompus et eux-mêmes se servent des lois de la République. En fait, ce qui me rend dingue, et je pense que pour beaucoup de Français, c'est aussi le cas, c'est que en fait, il y a de la violence en France, il y a beaucoup de criminels qui agissent en toute impunité. Si au moins on était face à un ennemi plus fort, comme avec des narcotrafiquants en Amérique du Sud, et que l'État ne pouvait rien. Mais là, on a l'impression que c'est une impuissance consentie, en fait. C'est ça qui nous rend dingue. On a les moyens matériels et humains pour mettre hors d'état de nuire ces racailles, ces gens, mais il y a un extrême laxisme et procéduriarisme qui fait qu'encore une fois, les jeunes racailles qui cassent tout, on les laisse faire. Il faut maintenant pour arriver Moi, j'aimerais quand même revenir, pardon de vous interrompre, mais j'aimerais revenir sur quand même le hasard incroyable. Donc, l'exposition qui a été complètement saccagée d'Yann Arthus Bertrand, qui m'a moi aussi absolument indigné par les propos qu'il a tenus, lors des violences place de la Concorde, l'exposition qui a été saccagée a été justement sur le vivre ensemble. Est-ce que vous avez réalisé? C'est un symbole ou c'est un hasard d'après toi? C'est du grand n'importe quoi. En fin de compte, c'est du grand n'importe quoi. Vous croyez encore à ce vivre ensemble? Le vivre ensemble, qu'ils l'ont fait exprès de détruire place de la Concorde parce qu'il y avait quand même dingue. Vivre ensemble, c'est bidon. C'est un concept. C'était Daniel Guichard qui m'avait dit un jour, je lui avais demandé dans les incorrectibles, est-ce que vous croyez encore au vivre ensemble? Il m'avait dit, je sais pas, je me suis inscrit à un club de tir. Ouais. J'ai vu cet extrait. Mais en fin de compte, on peut applaudir Daniel Guichard d'ailleurs. Bon, enfin, on va pas faire d'incitation à la violence, mais voilà. Le vivre ensemble, est-ce qu'on y croit? Mais personnellement, j'y crois, mais en fin de compte, j'y crois sous le respect, une fois de plus, du drapeau et de l'amour de la France. Parce que quelqu'un, peu importe d'où il vient, si la personne vient, moi je connais plein de monde issus de l'immigration, mais ils sont comme moi, ils ont un amour pour ce pays, ils travaillent, on ne les entend pas. On ne les entend pas. Et d'ailleurs, en parlant des gens qu'on n'entend pas, et alors ça c'est quand même extraordinaire,
la communauté asiatique. On ne l'entend pas. Elle est là, elle travaille, elle fait sa vie, on ne l'entend pas. Et il y a plein d'autres. Moi, honnêtement, tout à l'heure, je te rejoins. Moi, à un certain moment, non plus, c'est vrai. Moi, là où c'est que je commence vraiment, réellement à en avoir marre, et c'est pour ça d'ailleurs que je monte au créneau via ces vidéos, via le rap, c'est que partie de l'émission. C'est que quand on voit, par exemple, tout ce qui a été saccagé à Paris et autres, qu'est-ce qu'on va ? On fait un arrêt sur image, d'accord ? On fait pause, et à partir de là, on regarde ce qu'on a dans l'écran. À 80% des cas, qu'est-ce qu'on a ? On a des personnes comme toi et moi, issues de l'immigration. Voilà ce qu'on a en fait. Et après, moi, des gens, des fois, qui me disent « Ouais, mais K.O., moi, voilà, aujourd'hui, je vois telle partie, c'est pas contre toi ou autre, mais j'ai plus rien à dire. » Et je suis profondément déçu. Et le truc, c'est que moi, je veux réveiller. Moi, je suis français, je suis très fier de l'être. Après, je suis d'origine algérienne, mais ce que je fais, c'est que je veux réveiller la communauté, dire maintenant, vous, là, le problème, c'est qu'on vous entend pas. On vous entend pas par rapport à Charlie, on vous a pas vu par rapport à Samuel Paty, on vous a pas vu par rapport à tout ce qu'on voit, on vous entend pas. Mais ça prouve qu'il n'y a pas de vivre ensemble. Mais ça n'existe pas. En fait, c'est un concept des années 80, comme touche pas à mon pote et tout, c'est Julien Drey et compagnie, Euro-RSCG. Ils ont créé cela sous Mitterrand en disant voilà, on va vivre ensemble. Mais ça, c'est bidon. Les communautés, comme on dit, ne vivent jamais ensemble. Prenez Paris, prenez Château-Rouge et à côté la Marcolincourt. C'est des quartiers qui sont à 200 mètres l'un de l'autre. C'est des Blancs et des Africains. Les gens ne se mélangent pas parce que les gens n'ont pas envie de vivre ensemble. Ça, les gens doivent le comprendre. Les Africains ne veulent pas vivre avec les Maghrébins, qui ne veulent pas vivre avec l'autochtone français. Et ça ne changera pas. Ça sera de pire en pire. Alors, c'est vachement intéressant ce que dit Mike, parce qu'effectivement, il y a des quartiers, même à Marseille, quand je vais au quartier de Marseille, tu as le quartier comorien, tunisien, algérien, autre. Et moi, pourquoi aussi je suis vachement attaché à mon quartier, et franchement, si un jour vous venez, d'ailleurs, je crois que tu viens à Cannes, mais franchement, avec plaisir, je t'accueille à la maison. Mais tu sais quoi, dans le quartier, il y a tout. Il y a de tout. Français d'origine polonaise, rebeu, espagnol, juif. Tu sais quoi ? On est ensemble. Et par contre, je trouve que, voilà, je ne sais pas si ça a été fait par l'ancien maire de la petite commune où j'habite. Franchement, ça se passe, mais parfaitement. Par contre, la campagne, c'est pareil. Moi, je suis à la campagne, je suis dans un petit bled qui compte 4000 habitants. Je veux dire, on a une supérette dans un autre bled qui compte à peu près de 3000 habitants. Il y a de tout. J'ai grandi dans ce bled, j'ai participé aux associations, j'ai jamais ressenti le moindre racisme. Et on a tous vécu ensemble. Il y a de tout, on est tous des potes. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, une fois, j'ai eu je crois que c'est un antifa de compète là, qui était venu et il a cru, si tu veux, pouvoir politiser par chez nous, diffuser des idées. Le problème, c'est qu'il est tombé, que ce soit sur le plaque, que sur le portugais, que sur le rebeu, que sur qui tu veux, qui comprenait pas ce qu'il racontait le mec. Et ça s'est mal terminé, tu comprends ce que je veux dire ? Donc ça marche pas. Chez nous, ça marche pas parce qu'on a grandi ensemble. C'est ça. Et tu sais pourquoi on a réussi à grandir ensemble et que ça marchait pas ? C'est parce que t'avais ni Mélenchon d'un côté, ni Zemmour de l'autre. Les mecs, ils sont même pas politisés, ils en ont rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand t'enlèves l'exploitation marketing, si tu veux, que ce soit de la religion, que de la couleur de peau, l'ethnie, tout ce que tu veux, eh bien, ça vit ensemble. On parlait de Dubaï tout à l'heure, mais à Dubaï, il y a un vivre ensemble. Tu as plus de 250 nationalités. Parce que l'État est fort. Et l'État est fort pour tout le monde. Parce que l'État est fort et tu as des gens à la tête de cet État qui frappent d'une main de fer. Et puis aussi la première preuve, moi je dis souvent, français encore une fois, même si je suis né en France d'origine algérienne, je dis souvent que la première preuve d'intégration d'immigrants ou d'immigrés ou de leurs enfants, c'est juste de se tenir à carreau et de s'assurer que leurs enfants se tiennent à carreau et se fassent chier personne. Par exemple, les quartiers un peu plus chinois à Paris, par exemple, personne ne se pose la question de savoir s'ils ont une bonne maîtrise de la littérature française, s'ils sont éventuellement un peu entre eux ou dans la rue, est-ce qu'ils discutent dans leur langue ou pas ? Pourquoi ? Parce que quand leur pays d'origine joue à des matchs, je sais pas, de cricket ou de foot, peu importe, et qui gagnent, ils cassent pas tout dans les rues, ils laissent pas leurs enfants traîner le soir dans les rues et foutre le bordel, ils remplissent pas les prisons, ils sont discrets, ils sont humbles. Quand ils passent à la télévision, c'est pas pour avoir un discours conflictuel et plaintif. Par contre, il y a d'autres types d'immigration, je suis désolé, je vais pas dire laquelle, et ne serait-ce que dire, je ne vais pas dire laquelle et que des gens devinent laquelle, c'est que déjà, il y a quelque part, vous admettez qu'il y a un problème, qui par exemple coche toutes les cases inverses de ce que j'ai dit. Malheureusement, ils sont surreprésentés dans la criminalité, ils laissent leurs enfants traîner davantage dans les rues le soir, sans faire de généralité, mais c'est quand même un pourcentage minimal suffisant pour que ça se remarque et que ça se lise dans la presse et que ça se voit dans les bad buzz sur les réseaux sociaux, que ça se voit à la télévision. Et moi, voilà, je suis un Français qui, sans victimisme ni... Oui. On va arriver, on peut applaudir évidemment Magil.
J'aimerais qu'on en arrive un petit peu à parler de la situation avec l'Algérie. Je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, mais Boualem Sansal qui avait déclaré que la France était terminée pour lui, je cite, dans un entretien à Ouest France, il a finalement reconnu un coup de colère et que jamais de la vie, je cite, finalement, il ne quitterait la France. Comment vous avez réagi à ça, Mike ? Bah écoute, moi je l'ai trouvé quand même un peu ingrat, ce monsieur Sansal, que je connaissais pas à la base, j'ai jamais lu aucun de ses livres, mais je pense pas que je lirai un de ses livres. Quand même, il y a eu quand même une mobilisation nationale en sa faveur. Y compris chez Grasset. Hein. Il y a des gens qui se sont mobilisés pour lui dans ce pays. Il est sorti et maintenant, aujourd'hui, il crache sur le pays. Il a vu qu'il a dit une connerie parce que voilà, j'imagine que l'éditeur a dû dire écoute, tu vas un peu trop loin sur ce que tu racontes. Et donc là, il fait son petit moonwalk, on va dire. Mais voilà, il rétropédale. Mais moi, je vais te dire, moi, ça me gonfle. Moi, ça me gonfle. Tous ces mecs qui viennent de je ne sais où, qui profitent, qui vendent des livres auprès d'un public à qui on donne du fric et qui après retournent leur veste en disant non mais en fait comme par exemple madame de CNews là, comment elle s'appelle, Sonia Mabrouk par exemple, ou des gens comme ça qui à chaque fois retournent leur veste et font les patriotes en disant oui mais moi j'aime la France machin et tout, et au final en fin de compte, crash sur le pays. Sonia Mabrouk attends, Sonia Mabrouk, t'as pas entendu ce qu'elle a dit ? Elle a dit non, mais moi, en fin de compte, je n'étais plus dans l'idéologie CNews, etc. On parle trop de sécurité, d'immigration, machin. Je préfère aller à BFM. Ce qu'elle dit pas, c'est que elle a pris 1,2 million là à BFM. Tu vois ? C'est quand même un sacré gros contrat. Donc moi, en fait, moi je veux bien, tu vois, la diversité, tout, bravo. Mais à chaque fois qu'on fait monter. À chaque fois, au final, ceux-là, crachent sur les autochtones. Et ça me les gonfle. Je vous dis très sincèrement, hein, mais vraiment. Moi, j'aimerais... rebondir. Ouais, non, moi, j'aimerais comprendre, parce que tout à l'heure, tu voulais pas citer, mais on va mettre les pieds dans le plat. Pourquoi... Avec toi, je te fais confiance. Voilà, pourquoi c'est toujours la communauté algérienne, etc., qui met entre... Toi, t'as reconnu que selon toi, que c'était... Ah bah oui, je sais pas, ou... Voilà, qui mettait le bazar. Comment on l'explique, ça, vous qui êtes d'origine algérienne ? Pourquoi ? Vas-y. Allez, l'un après l'autre. Je te remercie. Écoute, comment je l'explique ? Vous refilez la patate chaude, lequel le premier, c'est... Allez. Tu permets ? Je compte les points. Allez. Alors, il y a le Libanais entre les deux. Je compte les points. Alors, comment l'expliquer ? Écoute, c'est super difficile à expliquer. Par contre, moi, j'aimerais qu'on fasse un truc, tu vois, par exemple, c'est que, alors, en prison, qu'on fasse un audit et qu'on me dise, en fait, le nombre de personnes, c'est tel et tel. Ouais, voilà. Mais moi, je m'en fous. Mais non, mais écoutez, moi, je vais vous dire un truc. Ce pays, à un certain moment, là, c'est bien beau de faire des débats. On sait tous les problèmes qu'il y a. Moi, il y a un gars, par exemple, que tout à l'heure, on parlait... d'Amérique du Sud, je veux dire, quand on voit la Smaras avec la MS-13 qui s'est passé, quand Boukele il est arrivé, Boukele il a tout retourné. C'est fini, maintenant vous pouvez aller avec vos gamins là-bas, tranquillement en sécurité, profiter. Donc à un certain moment, moi, franchement, je suis un gars très cool. J'essaie d'être terre à terre et de comprendre la France dans laquelle je vis. J'aime ce pays terriblement, je veux apporter tout ce que je peux à la France. À un certain moment, par exemple, quand tout à l'heure on parlait de cet écrivain, bon, ben monsieur, vous êtes en colère, voilà, ben écoutez, pas de souci, au moment où tu dis ça, moi je t'enlève tous les livres des rayons, parce que je vois pas pourquoi la France va te payer. Et maintenant, tu prends, plus de visa, rien, tu rentres en Algérie, stop. Et on arrête tout. Au moins, c'est réglé. Et après, tu fais ta vie là-bas, tu retournes dans les là-bas, il va se marier. Voilà, mais après, ça me regarde pas. J'aimerais donc, dans les prisons, on fasse un audit et qu'on me dise toutes les origines qui soient représentées dedans. L'Union européenne va tomber. Mais oui, mais dedans, moi j'ai une carte d'identité française, j'ai pas une carte d'identité européenne. Et alors il va falloir sortir de l'Union européenne. Et c'est le problème. Mais le problème, il est là. Attends, je vais finir mon propos. Mais maintenant, il va falloir qu'on arrête en fait tout ça. Pareil, on n'est pas bon à construire des prisons. Je veux dire, tu peux frapper du flic, tu peux faire ce que tu veux. Non, moi, tu touches un policier, tu fais 5 ans ferme dans une cellule où tu n'as rien du tout. Tu fais ça, tu as juste droit à l'éducation, à des livres. Concernant, pareil, tout ce qui est narcotrafic, OQTF, on n'est même pas capable de faire respecter les OQTF, alors que en 2017, je crois que M. Macron avait dit comme quoi il voulait faire respecter 100% des OQTF. Mais moi, non, je suis pire. Moi, c'est Madame von der Leyen.
J'irai la voir. Vous savez quoi, écoutez, nous en France, on a un problème d'ordre sanitaire à cause de la drogue, un problème sécuritaire à cause de la drogue. Que vous soyez contente ou non, j'arrive au pouvoir, je ferme les frontières de la France immédiatement. Je m'en fous, mais je m'en fous. Sur le principe, je suis entièrement d'accord. Moi, je veux protéger Non, mais je suis sur le principe, je suis juste d'accord avec toi. Alors, on peut dire tout ça tout haut, tout fort. Mais derrière, regarde Pedro Sanchez. Pedro Sanchez, c'est ça, en Espagne. Il a voulu baisser la TVA. Il a descendu le curseur. Ils lui ont dit, la Commission européenne, soit tu joues, soit tu respectes les règles, soit tu vas te prendre des milliards. L'Allemagne a fermé les frontières pendant presque un an. Oui, mais tu as le droit de le faire. Tu as le droit de le faire. Attention, mais il y a des conditions pour ça. Mais c'est temporaire. Et d'ailleurs, ils ont été obligés de les rouvrir. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu veux appliquer tout ce que tu dis, c'est parfait. Mais moi, je suis à 200% pour. Mais la seule condition, c'est que tu récupères, ton pouvoir de décision pour que tu puisses décider par toi-même et pour toi-même. Et donc, du coup, tu récupères toutes tes souverainetés. Mais pour ça, il va falloir accepter une fois pour toutes que la grande broyeuse, comme l'appelle Philippe de Villiers, qui est l'Union européenne dans sa configuration, je ne suis pas un anti-européen, dans sa configuration actuelle, il va falloir faire un Frexit. Et pour ça, il va falloir foutre un référendum sur la table et demander aux gens, est-ce que vous voulez continuer dans le viol démocratique que vous avez subi en 2005 ou alors vous voulez sortir de cette grande broyeuse? Et s'ils disent oui, à ce moment-là, une notification... Il n'y a aucun parti du système qui est anti-Union européenne. Même le RN, c'est pro-européen. Mais ce que je veux dire, je termine. Et à partir de ce moment-là, mais tu pourras faire ce que tu veux parce que tu seras maître de tes décisions. Mais tu vois, en fait, tout ce qu'on est en train de débattre là, et merci Myriam, mais ça, c'est quoi en fait? On fait refléter quoi là sur ce débat? On fait refléter que du coup, la France, moi je te le dis, et franchement ça me fait mal au cœur, nous sommes un pays faible. Voilà. On n'arrive pas à rentrer en contact contre l'Algérie, on n'arrive pas à se faire respecter par l'Union européenne. L'Union européenne, nous sommes la France. Vous nous voulez? Ok. Maintenant, à nos conditions, on va se mettre autour de la table. Parce que là, moi, au quartier, hier, il y a eu 11 blessés, dont 2 morts, dont un père de famille. Le gamin avait 8 ans, il ne reverra plus son père. Il est mort avec des armes de guerre, venus des Balkans. Les Balkans viennent comment? Avec l'espace Schengen. Non, l'espace Schengen, c'est quoi? Libre circulation des hommes et des femmes et de la drogue et des armes de guerre. Et c'est ça qu'il faut dire. Alors moi, non, je suis contre ça. Je suis contre. Surtout que la France est le premier contributeur cette année et pourtant on n'a pas notre mot à dire. 28,78 milliards cette année, l'année prochaine c'est 34 milliards. Oui. Les OQTF, moi j'ai jamais compris pourquoi on n'appliquait pas une OQTF. Le mec, il a un passeport, il rentre chez lui, point. D'ailleurs, aux Émirats acceptent. Bah si, je te réponds, mais attends, tu appliques le pays les accepte. Aux Émirats Arabes Unis, quand ils expulsent quelqu'un, mon pote, ils se demandent pas si les Philippines vont accepter. Il est expulsé, Manu Militari. Ah ouais, mais s'il n'est pas accueilli à l'aéroport du pays où il est expulsé. Vous l'avez peut-être oublié, mais il y a 25 ou 30 ans en France, on parlait d'expulsion. Et là, on est passé à, c'est pour ça que je parlais de procédurialisme, un papier qu'on donne à quelqu'un en lui disant « Veuillez quitter le territoire sous X semaines ». C'est idiot, il ne veut pas quitter. Je crois qu'il y a même une interdiction de dégager, par exemple, les clandestins en groupe. Il faut les faire les uns après les autres. Si le gars hurle dans l'avion, on le descend de l'avion. On vit dans un pays fou et ce procédurialisme hyper compliqué. Moi, si j'étais à la tête de la France, déjà, si aucune ville ne veut de construction de prison, pas de problème. Il y a une île française au sud de l'Afrique, à plusieurs milliers de kilomètres, qui s'appelle l'île de la Possession. Elle est tellement grande, elle est inhabitée. Je crois que c'est une station scientifique. Peut-être il y a un tampon de l'UNESCO, mais potentiellement on pourrait. Ils enverraient tous là-bas. Mais en fait, Sainte-Hélène 2. Version Afrique. Si un pays ne veut pas récupérer son OQTF, en attendant, ne serait-ce que provisoirement, où tous les criminels. Aux États-Unis, ce qu'on appelle les terroristes Guantanamo. Pas que ça. Tous les criminels qu'on a en France et qui ne peuvent pas être dans des prisons pour cause de surpopulation. On les met sur cette île et cette île, on fait tourner 3 navires de guerre en permanence pour pas qu'il y ait des militants qui veuillent les libérer de cette île. Et au moins, on sera un peu tranquille. Alors, je valide. Alors, juste un truc. Moi, je suis pragmatique. J'ai dit que j'allais compter les points. Non, mais ton idée est très bonne. Et honnêtement, je suis totalement contre. Je vais te dire pourquoi. Non, elle est pas mal. Non, mais c'est paradoxal ce que je te dis. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, quand quelqu'un rentre en prison, c'est vous. Messieurs, mesdames, qui payaient la détention à hauteur de 112 € par jour minimum. Ce sont ces gens-là qui ont travaillé toute leur vie, la plupart retraités, ou moi qui travaille ou autre. C'est nous qui payons. Donc si tu fais ça derrière, qui va payer leur séjour? Eh ben ça va être nous. Le prix de la criminalité qui sévit dans les rues en France est bien supérieur, je pense, au prix de ce calme. Et je pense même qu'il y a un effet. Moi, je vois un effet domino de conséquences et de causes. C'est-à-dire que par exemple, si tu fais ça, si tu es extrêmement sévère, si les criminels en France commencent à se rendre compte que tu mets des peines
extrêmement Ah là, il sévère pleurerait bien. et appliquée, au bout d'un moment, c'est il y a un faux. effet vertueux dans la société. Les aspirants au crime vont se calmer, vont se trouver un job normal, vont redevenir. C'est pas un puissant La fond. dissuasion. Mais bien sûr, c'est la dissuasion. Exactement. après, il y a un triptyque contre la criminalité, c'est éducation, sanction, dissuasion. Bien sûr. Voilà, Et tu vois, ce qui est absolument terrible, quand même, qu'il ne faut pas l'oublier, et j'ai une pensée pour cette petite Lola et son papa, mort à cause d'une personne au QTF. On s'est dit, après ce dramatique, enfin, j'ai pas les mots, on s'est dit, tiens, le système va bouger. Non, le système ne bouge À quel pas. moment un gouvernement devient complice par inaction? Mais à chaque moment, là, quand on parle par exemple de ce qui s'est passé, donc les émeutes, et quand on voit que malheureusement, il y a rien derrière, malgré le travail. D'ailleurs, je salue le travail des CRS et des policiers. Et toute ma vie, d'ailleurs, je les saluerai. Et d'ailleurs, merci. Je veux vraiment les saluer. Alors moi, je ne suis pas totalement d'accord là-dessus sur la police. Bon, en gros, mais moi, que- je les salue, tu vois. Mais ce que je veux Oui, non, dire, mais moi, je les salue, mais ils sont pas... parce qu'il y a certaines... ils ont une hiérarchie. Oui, non, mais d'accord, mais c'est justement leur argument. Ah ben nous, on a une hiérarchie, on a voté, vous avez voté pour Emmanuel Macron. Déjà, on ne sait même pas si les élections étaient légales ou pas, et il n'y a pas eu de la triche, déjà d'une, parce que moi, je connais personne qui aime Macron, mais pourtant, il a été réélu. Comme Hollande à l'époque. Hein. Voilà, et du coup, à chaque fois, ils s'abritent derrière cet argument pour pas rejoindre la population. Pour moi, je dis pas tout le monde, mais quand même, c'est devenu une milice d'État, quoi. C'est-à-dire que tu peux pas dire ça. Ah si, non, on peut je l'ai pas dire dit, ça. et On va je dire l'ai dit, ça, et je l'ai Pour le écrit. coup, elle a raison. Je l'ai Non, écrit. elle a raison. Mais Je l'ai si, écrit. mais si. En fait, ils sont aux ordres d'Emmanuel Macron. Si Emmanuel Macron dit... Ça s'appelle les forces de l'ordre, et on est dans un pays... Non, mais à un moment, rappelle-toi t'as les passes un cerveau, sanitaires. Rappelle-toi les passes exactement. sanitaires, les gilets Ah oui, jaunes, t'as un cerveau. les manifs. Ils sont pas On obligés va mettre tous les d'obéir, quand même, faut policiers de arrêter. France et de On Navarre. va faire d'amalgame. Et là, maintenant, les agriculteurs, Mais qu'est-ce qu'ils oui, font? pourquoi ils sont pas obligés Et d'obéir? là, maintenant, les agriculteurs, Ils le font, ils obéissent à chaque fois. Moi, je comprends pas ça. le jour où les flics, ils sont Tu es pour 200 000, ils porteront leur casque et le mettront par Ouais, terre. ça, ce serait Tu vois génial. qu'à l'erreur, qui va faire quoi, Macron? Il va aller lui-même sur le Et terrain. on est d'accord, Mike, mais arrêter. mais Ce qui nous mais manque, je suis d'accord justement, avec c'est le toi. soutien de la Regarde ce qui police s'est passé en Ariège et de l'armée. quand ils ont mis le casque au sol. Qu'est-ce qu'ils ont les mecs aujourd'hui? Mais personne n'a mis le casque au sol, ça c'est bidon, ça. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, personne n'a mis le casque au sol. Pierre-Guillaume Mercadal qui était sur place. Non, il y a personne n'a mis le casque au sol, il y a rien eu du tout, il y a rien de tout ça. J'ai des témoins Non, mais en plus- qui en ont parlé et personne ne l'a fait ça. Les policiers ne le font pas. Les policiers seront toujours derrière l'État, comme à Vichy. Et d'ailleurs, je prends un point Godwin pour le coup. Si demain, prends un sacré Godwin, ouais. si demain l'État dit on va déporter des mecs, ils le feront. Les policiers ne seront jamais avec toi, jamais. Mais c'est ça qui est dommage. Mais c'est une Attention aux réalité, mots c'est que une t'emploies, réalité. Non, quand mais même, moi, Mike. j'en appelle justement à tous très les attention aux mots. policiers Non, c'est une et réalité. l'armée C'est une française réalité. de nous rejoindre, d'arrêter d'obéir Myriam. à des gens comme Emmanuel Macron. Myriam, juste pour terminer sur ça, alors, ce qu'il faut toujours pas En même oublier. temps, tu es content d'avoir les flics si demain ils viennent mais je protéger dis tes pas ça, enfants mais contre il y a des des fois, Oui, tu Attends. appelles quelque D'accord, part à une d'accord. certaine réflexion, et je comprends. Mais bien évidemment, ce qu'il ne faut pas aussi oublier, c'est que derrière un uniforme, il y a aussi une jeune mère de famille, Et voilà. il y a un père, et le système qui fait que du coup, quand tu prends quand tu prends des crédits pour peut-être acheter un véhicule, ou que ton loyer à Et payer, voilà. et tu as aussi... Mais ça s'appelle le Attends, courage. Moi, je l'ai fait, Myriam. j'ai Et alors, fait ma carrière, j'ai l'agriculteur- fait en l'air à cause de Myriam, ça. Myriam, Alors l'agriculteur n'a pas pris de crédit. Laissez terminer, Kao. Attends, je termine. Et donc, du coup, tu as la hiérarchie. Le gars qui est en haut, lui, il va aller aussi plus haut. Donc, du coup, il va taper le petit. En fait, c'est tout ce système-là qui fait mal, en fait. Et là, le trois quarts des policiers, moi, je les connais, les policiers. Encore hier soir, j'étais avec des gendarmes à la Turbie, à côté de Monaco. Et dès que je les vois, je me suis arrêté. Ils sont comme nous. Ils sont comme toi et comme moi. Mais le système tel qu'il est fait aujourd'hui, en fin de compte, bloque tout le monde, malgré Oui, mais cette alors pensée. pourquoi ils nous ont fait les plages dynamiques? Pourquoi ils sont venus nous faire chier pendant C'était autre chose, c'était Mais pendant non, la mais Covid. d'accord, mais franchement, fallait être quand même sacrément. Mais c'est débile. Castex à qui tu dois en C'est des- vouloir. Mais non, C'était mais aux pourquoi dirigeants. tu obéis? Pourquoi tu obéis? Mais parce que Moi, derrière, moi, ils ont c'est une vie. Et inconcevable pareil, pour moi. Mike, quand tu me Ça dis... s'appelle la République. Au niveau des La agriculteurs. La République, c'est un régime impie, c'est un régime qui est contre les gens. Alors, moi, je sais que tu te dis républicain, mais je pense que tu ne dois pas savoir ce qu'est vraiment la République, je te le dis sincèrement, parce que dans un vrai Comment c'est régime... bien pourtant. Non, mais si, parce que Ouais, la tu vois, il est déjà République, méchant. la République, c'est un régime qui naît de la Révolution et qui va à l'encontre t'es pour la des dictature, Français. quoi. Non, pas du tout. c'est ça. Non, pas du tout. Avant la République, il y avait un roi et c'était très très bien. Ah, t'es pour la vivaient monarchie, beaucoup mieux. voilà. Et la République, c'est un pays, c'est un régime qui impose l'inversion des valeurs. Voilà, c'est un pays, c'est un régime qui est contre le culte, contre l'Église Comment en catholique. Pologne?
c'est pas le même type de république. Ah bah. Non mais là on parle de la République. Non mais là c'est Non, la mais la République. différence, c'est qu'en Pologne, t'as des types qui aiment leur pays. La République et République, quoi. Non mais ben oui, il y a autant de République républiques. polonaise et République attends. française. Il y a autant de républiques, qu'il y a de monarchies, que de ce que tu veux. C'est-à-dire qu'il y a une république spécifique française qui vient des Lumières, des philosophes des Lumières et de la franc-maçonnerie. Voilà, ça c'est la République française. Et c'est une réalité. Tu peux regarder tous tes cours d'histoire. Je t'écoute. Et la République, c'est un régime qui impose la haine de sa propre population. Et ça a toujours été comme ça. D'ailleurs, la République, dans la Troisième République, tirait sur sa propre population. Et aujourd'hui, elle est pareille. Elle envoie du LBD contre sa propre population. Donc moi, je suis pas surpris de ce qui se passe, parce que la République aussi, elle préfère toujours l'autre que soi-même. C'est comme ça. Et donc, du coup, elle tapera toujours sur l'agriculteur qui est enraciné, par exemple, à sa propre terre, contre quelqu'un, au détriment de quelqu'un qui, lui, n'est pas enraciné. C'est tout. Et on le voit, les exemples le montrent. Je suis désolé. La République aussi impose, quand je dis l'inversion des valeurs, c'est-à-dire qu'elle impose que tes enfants, qui sont des garçons, d'après ce que j'ai compris, deviennent des filles. Deviennent des filles. Ça, c'est aussi un concept totalement républicain, pour le coup. Et donc, voilà. Et tant que ce régime perdurera et sera à la tête de la France, eh bien, la France sera ce qu'elle est aujourd'hui. D'après toi, ou la reine, ce serait qui? Je suis d'accord avec moi, pour le coup. Alors, je t'ai écouté, mais vraiment, c'est très intéressant, de ton point de vue, et ta vision était très intéressante. Ok, tu proposes quoi, en fait? Moi, je propose peut-être... Le retour de Louis XIV. Louis XX. Et pourquoi pas Louis XX? D'accord. Mais je veux dire, depuis... attends, Jordan Bardella sort déjà avec... Non, mais les valeurs de la République, vous adhérez aux valeurs de la République? Vous, c'est votre truc, les valeurs de la République. Mais t'es incroyable. Je pose la question. Moi, oui, personnellement, oui. Et j'ai grandi dedans. C'est quoi les valeurs de la République? Alors, j'ai grandi dedans. C'est quoi les valeurs de la République? Et quand tu me dis que non, en fait, que limite, en fait, quelque part, en fait, tu me, mais c'est ta vision, donc je la respecte. Mais en fait, je t'ai écouté. Genre, limite, la République, limite, nous fait mal. Ben moi, la République, personnellement, la France et la République m'a sauvé la vie. Et c'est ce système. Mais c'est pas la même chose. La République, la France, c'est pas la même chose. La République et ses institutions ont clairement sauvé ma vie. Aujourd'hui, si je suis père de famille, si je suis droitier, si je suis une bonne éducation, ça fait partie de ma République. Tu aurais été sauvé en France, quel que soit le régime. Oui, si. Oui, non, mais avec des si, on fait le monde. Mais moi, tu aurais été sauvé, quel que soit le régime, et peut-être même que tu aurais été plus haut que tu ne l'es aujourd'hui. Alors, au niveau de la hauteur, je suis bien, mais tu sais quoi, moi, ce système, en tout cas, personnellement, m'a sauvé la vie. Je l'ai vécu comme ça, parce que c'était le système dans lequel j'ai vécu. Aujourd'hui, il y a des choses qui ne me vont pas, donc moi, j'essaie de faire avancer les choses, de faire avancer des causes aussi. Mais en tout cas, ton point de vue, je ne le partage pas, je l'écoute, il est vraiment intéressant, mais en tout cas, c'est pas le mien. C'est pas le mien. Charbel, t'as le droit de répondre. Excuse-moi. Non, mais on a... Elle aussi, elle le partageait. Non, mais elle moi, commence à le partager. Charbel répond. Moi, ce qu'il dit Mike, moi je le partage, ce qu'il dit Mike, parce que la République, pour moi, c'est un régime. Quand on remonte aux origines de la Révolution française... Gonflé, les amis au Liban, et le mec en Pologne, il nous donne des leçons. Vous avez vu dans vos pays d'origine? Attends, juste en parlant du Liban. Le Liban, t'as 17 communautés religieuses qui vivent sur 10 450 km². Ouais, non, mais le bordel, il vient pas de la religion, le bordel. Il vient pas de la religion, le bordel. Il vient d'un côté de gens qui sont, comment dirais-je, pour pas faire sauter la vidéo, le live, de gens qui sont, je veux dire, qui sont pour l'Iran, voilà, c'est ça, qui sont des proxys iraniens. De l'autre côté, un État israélien, on va pas commencer à faire l'émission sur le Liban, qui lui t'explique qu'il va en finir avec une entité avec laquelle il n'a jamais réussi à en finir depuis 1982. Bon, après on s'aperçoit qu'il y a du gaz en mer, etc. Bon, on va pas revenir là-dessus, mais non, le Liban, ça n'a rien à voir. La guerre civile n'a jamais été une guerre civile. La guerre du Liban, ça a été une guerre du Libanais qui voulait se faire remplacer par le Palestinien parce qu'il s'était fait chasser de chez lui. C'est ça, la guerre du Liban, c'est pas autre chose. Moi, ça me fait peur. C'est comme, excuse-moi, tu me fais penser, Mike, à Manuel Bompard qui a dit il y a quelques jours, si le RN est élu, j'aimerais qu'il y ait des soulèvements populaires. On verra ce que la République et ses forces de l'ordre feront à ce moment-là. Ça, donc, ils iront au carton, la République, de ouf. Et d'ailleurs, ils utiliseront l'article 16. Pas choqué les propos de Manuel Bompard. Ils utiliseront l'article 16. Et là, tu vas voir ce que c'est la République, tu vas l'aimer. Rappelle-nous ce que c'est l'article 16. L'article 16, c'est tout pouvoir, pouvoir exceptionnel au président de la République pendant 1 mois minimum. Et après, c'est le président du Conseil constitutionnel qui, sous validation... C'est sur saisine des députés. Voilà. Allez, Magid, qui n'a pas parlé depuis longtemps. Magid, comment tu réagis là par rapport à cette petite... J'ai l'impression... République, pro-république, anti-république. C'est une réflexion récente que je me suis faite depuis environ 1 ou 2 ans. J'ai l'impression qu'un des problèmes en France, au-delà du régime républicain,
c'est la question des partis politiques, des modes de scrutin et même du système de vote à 2 tours. Ça paraît bizarre comme remarque, mais je vais vous expliquer pourquoi. En fait, aujourd'hui, on est dans un monde où, des fois, il y en a certains en France qui fantasment un peu sur des rois ou des chefs d'État un peu dictatoriaux dans le monde. Dès qu'il y a un problème, on est dans un monde où le monde change très vite, il faut prendre des décisions. Ils envient des fois des dictateurs ou des rois dans le monde qui se disent « il y a un problème, je prends une décision, dans la foulée, la décision est prise ». Et en fait, la France a tellement de contre-pouvoirs qu'on est dans un quasi-immobilisme et le système à 2 tours a des avantages. C'est que, par exemple, s'il y a un Guignol élu premier au premier tour de la présidentielle, on peut encore le dégager au second tour, mais il y a un défaut, c'est que ce soit pour élire un chef de parti d'un parti politique ou que ce soit pour des élections législatives ou présidentielles, j'ai l'impression que ça favorise le centrisme mou. C'est-à-dire que quelqu'un de centriste rêve d'être au second tour contre quelqu'un de droite et il dira « je représente le centre et la gauche », et il rêve d'être contre quelqu'un de gauche pour dire « je représente le centre et la droite », et j'ai l'impression que, par exemple, quand il y a deux candidats qui sont arrivés premier et deuxième à un premier tour et qui vont à un deuxième tour, ils vont négocier des soutiens avec les autres candidats qui ont perdu et ils vont commencer déjà à transiger sur leur programme qui est censé avoir une cohérence en disant on va intégrer ceci, cela. Et du coup, il y a des logiques d'appareil et de négociation. Et en fait, notre République telle qu'elle est actuellement, c'est des négociations permanentes, ce qui fait qu'on ne peut rien changer, que ce soit sur les questions des salaires, du temps de travail, des taxes. On ne va pas donner impôts, quand même etc. encore plus de moyens, alors contrairement à ce que peut-être disent Mike et Myriam. Est-ce que K.O., toi qui défends les forces de l'ordre, est-ce que tu ne serais pas pour qu'on leur donne plus de moyens pour protéger les Français? Mais de toute façon, nous, on fait que ça. Enfin, nous. Là, Éric Ciotti demande encore plus de mobilisation de forces de l'ordre. Ah, t'es content d'ailleurs de son élection, toi qui es à Nice Écoutez, Éric Ciotti est arrivé, premier d'ailleurs, on a vécu une élection extraordinaire, avec le Cochon Gate. Comment il s'appelle déjà? Monsieur Estrosi. Non, c'est Christian Estrosi, c'est... On découvre qu'il avait un train de vie qui était... Christian Estrosi, Christian Estrosi, c'est totalement... c'est terminé. C'est-à-dire que, d'ailleurs, ça, c'est super marrant, des fois, quand je vois des sondages me présenter Édouard Philippe numéro 1. Alors là, déjà, je me pose beaucoup de questions. Qui a commandé le sondage? Enfin, et quand, donc, à l'époque, M. Estrosi voulait, du coup, accompagner Édouard Philippe dans la course présidentielle, là, c'est fini, c'est stop, allez sur le bas-côté, c'est terminé. Éric Ciotti est arrivé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réduit les salaires, il a vendu un appartement de luxe je crois. Il a vendu un appartement de luxe qui appartenait à la ville de Nice, donc à Paris. Donc ça, en fait, on voit qu'il y a cette envie d'économie, de respecter le contribuable. Il est en train de mettre des choses en place avec Jean-Pierre River. D'ailleurs, je salue, je connais très bien le président de l'OGC Nice et autres. C'est en train de se mettre en place, mais ça met beaucoup de temps. Parce que de passer de 18 ans de l'ère Estrosi à Éric Ciotti, on sait qu'au deuxième tour, il y a eu la soirée des broyeuses. Voilà, donc à la mairie, il y a eu les broyeuses qui ont fonctionné, il y a eu énormément de dossiers. Ah ouais, non, ça a été... Moi, je pense que c'est pas terminé. Je pense qu'il y a même moyen de faire une série Netflix sur ce qui se passe à Nice. La soirée des broyeuses. Moi, j'appelle ça la soirée des broyeuses. Ce qu'il dit, c'est vraiment, il y a des broyeuses. Non, c'est la soirée des broyeuses. Voilà. Mais moi, j'aimerais qu'on revienne à l'insécurité quand même, qui est jamais clairement nommée par nos gouvernants. Est-ce qu'un jour, de vraies actions, d'après vous, seront mises en place? Je sais pas, Magid ou Charbel? Il n'y aura jamais d'actions qui seront mises en place. Tout ça, c'est du blabla électoral parce qu'ils ont toujours peur de la rue. C'est-à-dire que quand tu vas avoir un type de droite qui va venir, qui va t'expliquer, parce qu'ils sont connus pour être beaucoup plus sécuritaires, qui va venir t'expliquer on va serrer la vis, on va faire ceci, on va faire cela, tu auras toute la gauche et l'extrême gauche dans la rue. Donc le mec qui va gouverner en fonction de la gauche pour pas avoir le bordel dans sa rue. Donc pour éviter ensuite de faire intervenir les forces de l'ordre, qu'il y ait des bavures derrière et que. Donc on sera toujours dans ce cercle vicieux. Moi, je vais encore une fois me répéter, il va falloir casser le rythme. Pour casser le rythme, il faut voter pour un outsider qui, lui, va vouloir... Philippe de Villiers? Moi, je pense qu'à Philippe de Villiers, pour l'instant. Moi, je vous le dis clairement. Moi, j'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Il n'y a que Philippe de Villiers. Alors, il y en a qui le critiquent, qui disent, oui, mais non, mais de Villiers, il n'y a que maintenant qui dit qu'il est contre l'Europe ou je sais pas quoi. Non, c'est pas vrai. Philippe de Villiers, à l'époque de Philippe Séguin et à Maastricht, il était contre. Hein. Et pour l'instant, il ne se présente toujours pas. Comment? Pour l'instant, il ne se présente toujours pas. J'espère qu'il va le faire. Je ne sais pas s'il va le faire. Mais moi, à mon avis, s'il va le faire, oui. Il prendra sa décision cet été. Voilà, mais bon, je pense que lui ou un autre, mais quelqu'un qui soit qui ait la même stature. Et non, mais pas tous les Pokémon qu'on se tape, là.
Non mais faut voir, non mais franchement, non mais t'as vu la liste? Tu dis ça, mais les Pokémon Constables, je te cite, encore une fois, on en revient à ma remarque depuis le tout début de cette émission. Les 2/3 des électeurs votent pour des partis, par exemple sur la question de l'immigration ou sur la question de la criminalité, qui ne proposent rien comme... regarde, Éric Zemmour dans les sondages, oui, mais le premier parti de heureusement France, pour lui. le premier parti de France, c'est l'abstention. On a tout fait pour dégoûter les gens de la politique. oui, je suis Macron, d'accord. il a été réélu. Mais ils n'y viennent pas, Charbel. 18,6 millions de voix. Le corps électoral, c'est 45 millions de voix. Il n'y a pas eu d'abstention en 2024. Il n'y a pas eu d'abstention en 2024. Et législatif, c'était quoi? C'était un tiers LFI, PS, machin, et un tiers de macronistes et un tiers RN. Donc ça veut dire qu'il y a 2/3 de gens qui votent entre LFI et Macron. C'est énorme. Ça veut dire 66%. Et il n'y a pas eu... D'ailleurs, on s'était même disputé avec, à Radio Courtoisie avec Éric. Il me disait, non, mais tu vas voir, le RN va gagner. Ben, je lui dis non, il ne gagnera pas parce que les gens, ils croient encore dans le front républicain. Mais c'est en train de s'amenuiser tout ça là avec ce qui s'est passé à... Non, mais là, ce qui s'est passé à gauche, là, laisse tomber. Le problème de notre République, c'est qu'on est... Allez, le mot de la fin, Myriam, on est à 5 minutes de la fin. Nos propres bourreaux, on les met en place. Et en vrai, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il n'y a aucun moyen de contrôle. C'est-à-dire que même si la personne ne fait pas la politique pour laquelle elle a été élue, elle reste en place pendant 5 ans. Et c'est ça le problème. Et aujourd'hui, on a même une opposition qui est complètement dans le système, qui ne fait même pas son boulot à l'Assemblée nationale. Moi, pourquoi je dis que je commence à pencher du côté de Mike par rapport à la République française, c'est que effectivement, Vous êtes pour la Révolution, quoi. Ah, moi, oui, je suis pour la Révolution. Alors, totalement. Il y en a un, c'est Juan Branco, qui est un petit peu sur cette idée-là, c'est plutôt Juan Branco. Oui, je ne suis pas fan de Juan Branco, mais non, mais le discours que vous tenez, excusez-moi les amis, le seul qui prône presque la Révolution, c'est Juan Branco, donc il faut être cohérent. Oui, mais il n'est pas pour la Révolution, Juan Branco. Ah bah écoute. Moi j'aime beaucoup Juan Branco, mais ça reste un bobo de la rive gauche. Il n'est pas pour la Révolution, excuse-moi. Excuse-moi. Donc Juan Branco est rhabillé pour l'été. Myriam, non, mais enfin voilà, c'est ça, c'est qu'il faudrait, quand on élit quelqu'un, s'il il ne fait pas ce pourquoi on l'a élu, je suis désolée, il dégage et qu'on ait un moyen de répression, qu'on ait en place les référendums, il n'y a plus jamais. En tout cas, vous avez vu que ton ami Florian Philippot s'est déclaré, là, c'est officiel. Oui, sauf s'il y a Philippe de Villiers qui se présente. Mais et puis il faut peut-être qu'il ait les signatures aussi, ça c'est plus compliqué. Oui, avec la loi de François Hollande où maintenant les maires doivent dire pour qui ils votent, c'est plus compliqué. Ça toi, aussi, aujourd'hui, tu pourrais dire pour qui, Kao, est-ce que tu peux dire, compte tenu de ton métier, puis ça va arriver au terme de cette émission, est-ce que d'abord tu pourrais dire clairement pour qui tu votes sans que ça te pose des problèmes par rapport à ton métier? Alors moi en tout cas, non mais alors moi mon métier, que ça soit artiste ou producteur, dès lors où c'est que je dis que j'étais fier d'être français, ça déjà c'était fini, le game était plié, voilà. Après tout ce qui est ma religion, pour qui je vote ou autre, ça c'est quelque chose qui m'appartient à moi et que je veux vraiment garder que pour moi. Maintenant par contre ce qui est sûr c'est que ce que dit Myriam, je suis totalement d'accord avec elle. Aujourd'hui on voit les hommes politiques, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, pensent qu'à leur intérêt. Et ben oui, il faudrait trouver le moyen que des élections de mi-mandat, écoutez, vous n'avez pas fait l'affaire, vous partez comme aussi. Moi c'est un truc pareil, ça j'aimerais bien faire. Peut-être d'ailleurs que ça, on pourrait un peu lutter contre l'abstention avec ça, c'est prendre en considération une bonne fois pour toutes le vote blanc aussi. Parce que je pense que si on prend encore... C'est une promesse de Macron en 2017. Oui, mais ces gens-là sont pleins de promesses, comme pareil, le référendum, et d'ailleurs le dernier donc, de 2005, on sait ce qui s'est passé. Moi je pense qu'en fin de compte, de tous les débats qu'on a pu avoir ce soir... Vote blanche au Saïm, non, c'est pas raciste. Vous avez vu Bruno Guillon qui a dit à une candidate chemin de croix, il y a aussi le chemin de croix. Ah oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense que maintenant... Ce qui serait bien, ça serait de redonner le pouvoir au peuple. Mais c'est ce même pouvoir qui fait peur une certaine élite, en fait. Eux, ils sont là-bas, ils sont totalement déconnectés. Sauf que nous, nous, on est dans la France du réel. Dans la France du réel, c'est une France qui fait face à certaines précarités, à certains soucis de violence ou autres. Et c'est ça le truc. Essayer de redonner le pouvoir. Personnellement, je veux y croire. Et je vous dis encore, moi, je pense que vraiment, de ces élections présidentielles qui arrivent, on risque de voir des choses qu'on n'aura peut-être jamais vues sur le plan de la violence et sur le plan de la stratégie. Élu par l'État profond. Édouard Philippe. Je sais pas. Franchement, là... Édouard Philippe et son patron à Bruxelles, président de la Commission européenne. Là, tu auras le combo parfait pour finir de mettre ce pays à terre. Vous croyez vraiment qu'on donnera le pouvoir au peuple de manière générale? Non, parce que les Français sont endormis, on va pas se mentir. Ils acceptent tout. On le voit là encore avec l'antavirus, c'est une catastrophe. Enfin, moi, j'ai revu des gens avec un masque sur la tronche pour 5 personnes qui sont asymptomatiques. Enfin, on est chez les dingues. Donc, à un moment donné, soit vous vous réveillez, les gars, soit vous nous entraînez dans votre perte. Mais tu vois, Myriam, je
je fais très très bref, tu vois. Mais bon, rien que je vois autour de moi, en fait, alors oui, tu as peut-être des Français endormis, mais tu en as certains, en fait, qui depuis maintenant 10 à 15 ans vivent dans un monde qui est totalement anxiogène et ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus, donc du coup, ils ne veulent plus voir les médias, ils veulent juste rester avec leur... Et je te jure, et ces gens-là, comment... Moi, je les comprends. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de savoir l'actualité, de savoir ce qui se passe. Pareil, quand on vote, on pense voter un homme. Non, on vote pas un homme. Il faut arrêter. On vote des lobbies, on vote un pouvoir, on vote un milliardaire qu'il y a derrière. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que des fois, il y a des personnes qui n'ont pas forcément ce lobby ou cette puissance invisible. Mais quand tu commences un peu à gratter et un peu à te pencher, là, tu dis, ah ouais, quand même, ok, c'est bon, je comprends. Et une fois de plus, moi, je reviens là-dessus. Mais quand, je sais pas, là, on me dit Édouard Philippe, mais Édouard Philippe, de quoi il était Premier ministre, je veux dire, et il a fait le taf. Est-ce qu'il a fait le taf? Moi, je juge qu'il n'a pas fait le taf. Regarde, K.O. Quand tu vois des mecs comme... Dommage qu'il n'ait pas été Premier ministre. Non, mais quand tu parles d'Édouard Philippe, mais quand tu vois qu'un type comme Jean-François Copé, qui fait partie des Républicains, moi j'appelle ça le paillasson républicain, comme le Parti Socialiste, il n'y a pas un macroniste qui ne s'est pas essuyé les pieds sur eux, que ce soit pour rentrer à l'Assemblée nationale, au Sénat ou en Conseil des ministres, qui vient sur un plateau télé t'expliquer qu'Édouard Philippe, finalement, c'est le candidat de la droite parce que c'est lui qui a le plus de chances d'y arriver. Non, mais on est chez les dingues. Mais oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, ça veut dire que tous les partis du système, mais ils sont tous des pourris. Oui. Ils avaient mille et une raisons. De destituer Macron, ils n'ont jamais fait. La question, c'est de savoir pourquoi. Exactement. Allez, le mot de la fin, il est pour K.O. Ton prochain album, il sort quand? Alors l'album intitulé Fils de Marianne, on est en train de travailler dessus avec les copains. Fils de Marianne. Fils de Marianne, c'était. Je tenais vraiment, c'est ma manière à moi en tout cas de remercier. C'est Fille de Marianne. Oui, en l'occurrence, je parle de moi, donc du coup, c'est Fils de Marianne. Je tenais vraiment à remercier le pays, à remercier Marianne. Et au-delà de ça aussi, je voulais vraiment essayer de dire aux artistes, peu importe, rappeurs ou même aux sportifs. Tu as toujours des copains dans le milieu du rap, quand même, parce que tu es très pote de toutes les stars. Non, mais je le suis encore. C'est cool parce que des fois, sur Twitter, je me prends des avalanches de « t'es un grand facho, t'es ci, t'es ça, tu vois rien ». Ou t'es nul, t'es un rappeur raté. Et depuis que t'as dit que t'étais patriote, je sais pas, Joey Starr, Cool Chain, tout ça, tu les connaissais un peu ces gens-là? Ouais, j'ai fait, en étant rappeur raté, donc j'ai quand même bossé avec Jean-Claude Camus, le producteur de Johnny. Ouais. J'ai fait la première partie d'NTM, bossé avec Ayam, Shuriken et Saïd d'ailleurs que j'aime beaucoup. Et même la marque de vêtements que je porte, ça a été fait par des gars de quartier. Et nous, on est ensemble. Et c'est ça qui est ouf, c'est que du coup, ça s'appelle Contraste et c'est 100% français. Alors par contre, j'adore mettre en avant uniquement des marques 100% françaises parce que je trouve que c'est aussi important. T'as de la chance qu'on soit sur YouTube, petit filou. Pourquoi? Parce qu'on n'aurait pas le droit de montrer ça à la télé, les marques. C'est vrai? Ouais, donc il a pensé à tout, quand même. C'est du 100% français et je suis très fier et il faut soutenir, on a du 100% français. Quelles que soient les couleurs, et c'est ça qui nous réunit. On va terminer donc avec évidemment notre dessinateur qui s'appelle. Je suis totalement fan. Ignace, voilà. Donc si d'ailleurs vous voulez votre caricature, votre dessin, n'hésitez pas. On va mettre le nom d'Ignace.com. Alors voilà, le cadeau, le portrait. Waouh. Ça fait Ignace. Non, on va le mettre à côté de toi. Wow, incroyable. Voilà. Donc ça c'est le portrait. Merci. Et rigole pas trop vite, voilà. Et là c'est la version caricature. Voilà. Donc mets-la à côté de toi pour qu'on la voit face à la caméra. Voilà, c'était un plaisir vraiment de te recevoir, K.O. Merci à toi. Vraiment merci K.O. parce qu'il est venu exprès pour nous depuis Nice. Donc tu repars à Nice, donc je suppose qu'on va entendre beaucoup parler de toi. Et en tout cas, tu nous as dit que tu n'hésitais pas, tu es toujours le bienvenu ici, je pense, parler au nom de toute l'équipe de TVL. Merci à vous tous de nous avoir écoutés, à vous tous dans le public qui avez été comme d'habitude formidable. On va remercier toute l'équipe qui était ce soir autour de moi, dans l'équipe des caméramans. J'espère qu'on va me dire à l'oreille. Il y avait Maxime, on applaudit bien fort. Il y avait Charles. Et il y avait Riwal. Et bien sûr, au son, il y avait Pierre. Et ainsi que, évidemment, la réalisation de notre mythique Raphaël, qu'on applaudit bien fort. Ainsi qu'à la prod, Arnaud, Marine, Élise Blaise et bien sûr Charles Mathieu pour les verts. On se retrouve